Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine marquée par l'annonce par le gouvernement ivoirien du retrait progressif de ses troupes au sein de la mission de paix de l'ONU au Mali d'ici août 2023. Cette décision qui intervient sur fond de tensions, vous le savez, tensions diplomatiques entre Abidjan et Bamako depuis plusieurs mois. L'actualité, c'est aussi la révision de la liste électorale. L'opération a démarré hier et suscite un intérêt particulier au sein des partis politiques et des organisations de la société civile. À la une également, l'heure du retour au pays pour Charles Blé Goudé. Le président du COJEP est attendu à Abidjan précisément dans 6 jours. Comment se prépare ce retour? On en parle avec le président du comité d'organisation, Dr Boga Sako-Gervais. Et puis, en fin d'émission, dans l'Express 360, nous évoquerons l'actualité de la semaine, en bref et en images, qui s'intéresse ce soir à l'annonce de la candidature du président de l'Assemblée nationale à la mairie de Yopougon et l'adhésion du maire de Vavois, l'ex-footballeur international Kalou Bonaventure au RHDP. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi en plateau ce soir, Dr Boga Sako-Gervais, enseignant-chercheur, président de la FIDOP, président du comité d'organisation du retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Dr Arthur Banga, historien, analyste politique. Michel Betta, directeur de publication du journal Le Bélier. Professeur Simplice Dion, Yodé, enseignant en philosophie politique, président de l'Association des professeurs de philosophie de Côte d'Ivoire. Guillaume Bateau, journaliste, directeur des rédactions de Notre Voix. Et enfin, Landry Couillot, juriste, analyste politique. Bonsoir à vous encore une fois, messieurs. Bonsoir. Est-ce qu'il y a parmi vous des amoureux du football? Mais bien sûr. Première impression sur le début de cette Coupe du Monde, messieurs? Une très belle cérémonie d'ouverture. Je crois que c'est... On se serait cru aux Jeux Olympiques. Et j'avoue que c'était très impressionnant. Le Qatar, pour la cérémonie d'ouverture, c'était vraiment très. Autre réaction, oui, Arthur? Le dispositif mis en place par NCI, avec de très bons chroniqueurs, une très belle diffusion. Et puis on espère qu'on va vivre les 28 matchs de NCI sur cette belle ambiance avec un beau mondial. Voilà quoi. Absolument. Visiblement, tout le monde a dû remarquer ce beau plateau déployé pour la circonstance. En tout cas, nous aussi, on s'y met. On sera dans les conditions de ce mondial au Qatar 2022 pendant toute la période. Il y a trop de blessés avant le... Absolument. On aura l'occasion peut-être d'en parler à la faveur d'un débat sur le sport, sur le football précisément. Monsieur, vous le savez, après l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Égypte, la Côte d'Ivoire vient d'annoncer le retrait de son contingent au sein de l'ONU au Mali, un retrait qui sera progressif selon une lettre rendue publique mardi, une décision qui intervient dans un contexte politique tendu entre Abidjan et Bamako, comme nous le rappelle Thiemé Dandje. C'est désormais officiel. La Côte d'Ivoire retire ses militaires et policiers des effectifs de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Dans une note de la mission diplomatique permanente auprès des Nations Unies, Abidjan fait savoir que le pays contributeur met fin à la rotation de ses troupes et qu'il ne va pas remplacer son contingent au sein de la MINUSMA en août 2023. Mieux, cette annonce a été exprimée le 28 octobre 2022 par le ministre délégué des Affaires étrangères, Léon Kakou-Adom, lors de son entretien avec le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. La mission permanente confirme le retrait progressif des personnels militaires et de police ivoiriens déployés au sein de la MINUSMA. La relève de la compagnie de protection basée à Mopti, ainsi que le déploiement des officiers d'état-major et des officiers de police, prévus respectivement en octobre et novembre 2022, ne pourront plus être effectués. De même, la Côte d'Ivoire n'envisage pas relever, en août 2023, les militaires et autres éléments présents au sein de la force de la MINUSMA. Abidjan, par ailleurs, exprime sa disponibilité à redéployer ses troupes dans d'autres missions onusiennes au service de la paix et agrée le plan de retrait ordonné et sécurisé proposé par les Nations Unies. Le gouvernement ivoirien serait donc reconnaissant au département des opérations de paix des dispositions idoines qu'il lui plaira de prendre en vue de la mise en œuvre immédiate de cette décision. 24 heures avant, soit hier lundi, le Royaume-Uni annonçait le retrait de ses 300 soldats déployés depuis fin 2020 au sein de la mission de la paix de l'ONU au Mali. L'Égypte, elle, avait retiré mi-juillet dernier ses 1035 soldats de la MINUSMA qui compte plus de 12 000 militaires et 1700 policiers. Le départ des troupes étrangères du Mali s'accélère depuis que Bamako
a fait appel au groupe russe Wagner alors que le pays, depuis une décennie, s'appuie sur ses alliés régionaux et sur les casques bleus pour contenir une insurrection islamiste et les revendications indépendantistes des forces de l'Azawad. Monsieur, on aurait pu éviter d'en arriver là. Est-ce que c'est la finalité justement de ce bras de fer qui oppose Abidjan à Bamako, de voir Abidjan retirer ses troupes progressivement d'ici 2023 du contingent de la MINUSMA au Mali? Arthur Banga? Oui, ça fait partie des raisons. Je pense que faut d'abord comprendre que depuis 2011, c'est dans la doctrine stratégique ivoirienne, participer aux opérations de maintien de la paix, aux OPEX, fait partie de notre doctrine. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on prépare nos troupes, quand on forme nos troupes, on les forme aussi dans l'esprit de participer aux opérations extérieures. C'est un changement majeur par rapport à l'époque de Félix Tshisekedi, par exemple. Et donc, dans cette logique-là, même au début de la crise, pour les autorités ivoiriennes, il fallait respecter cette doctrine stratégique, il fallait conserver l'amitié et la solidarité avec le Mali, d'autant plus que pour les autorités ivoiriennes, ça allait être une crise passagère. Mais au fil du temps, elles se sont rendues compte que c'est beaucoup plus problématique que ça. On ne peut pas accepter, on a quand même perdu 9 soldats au Mali. Donc pour les autorités ivoiriennes, on ne peut pas accepter que dans de telles conditions, où nous perdons 9 soldats, nous nous battons aux côtés de la communauté internationale pour la paix et la stabilité au Mali, qu'on soit accusé. Et jusqu'à présent, l'accusation est maintenue, d'autant plus que nos soldats ne sont pas libérés, de déstabiliser un pays. On ne peut pas déstabiliser un pays dans lequel on a peur de 900 soldats, on en perd quand même 9, dont 5 en opération. Voilà. Mais ça, il n'y a pas que ça. Il y a ça a compté, mais aussi d'autres facteurs. Le premier facteur supplémentaire, c'est l'attitude même de l'ONU. En fait, pour les autorités ivoiriennes, d'autant plus que 7 de nos éléments NSC ont été décorés par l'ONU en juin 2022. Pour les autorités ivoiriennes, il fallait beaucoup plus d'assistance à la fois juridique et administrative dans ce qui les oppose au Mali. Alors que, clairement, la MINUSMA sur place, par son porte-parole, a eu une position très claire dès le début de la crise. L'ONU a traîné les pas jusqu'au dernier sommet, où le secrétaire général de l'ONU a dit un mot, s'est exprimé, et ça a un peu agacé les autorités ivoiriennes. Cette sorte de froideur, d'hésitation, d'altermoiement dans l'accompagnement de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ça n'a pas que énervé les autorités ivoiriennes, ça a aussi agacé les Allemands. Voilà pourquoi les Allemands sont aussi dans ce mouvement. Parce que l'Allemagne, par ce contrat NSE, est partie prenante aussi de cette crise. Deux autres points importants, rapidement. Il y a la difficulté de manœuvrer aujourd'hui pour la MINUSMA. Difficulté qui repose sur 2 choses. Première chose, le soutien logistique perdu par le départ de Barkhane. Et deuxième chose, la procédure. Aujourd'hui, pour faire décoller un avion de la MINUSMA, il faut une procédure qui est longue et qui ralentit donc la capacité de manœuvre des troupes onusiennes, et ça les expose. Ça les expose, et la Côte d'Ivoire, dans ces conditions, ne veut pas continuer à exposer ses soldats. Dernier point, pour les autorités ivoiriennes, à cette doctrine stratégique, mais aussi l'importance de maintenir la digue contre le terrorisme plus loin. Je le disais plus tôt sur ce plateau, aujourd'hui, elles estiment que le feu auxquels ont été confrontés les soldats ivoiriens, leur ont donné une expérience, et n'oublions pas le matériel. Et ce matériel qui va rentrer progressivement en Côte d'Ivoire sera donc repositionné au nord du pays avec des soldats, à peu près 1000 soldats, qui ont une expérience du feu et de la bataille contre les djihadistes en terrain djihadiste, et ils espèrent que ça va renforcer la zone opérationnelle nord. Et donc aujourd'hui, quand ils font ce calcul par rapport à l'amitié qu'ils ont avec le peuple malien et par rapport à la doctrine stratégique de la Côte d'Ivoire, quand en pesant, ils se sont dit oui, il faut qu'on fasse rentrer nos soldats en gros. Docteur Boga-Sako, est-ce que vous partagez les enjeux tels que développés par Arthur Banga? Est-ce que d'abord, on ne vous a pas suffisamment entendu sur la question, est-ce que vous vous attendiez à cette décision in fine du gouvernement ivoirien? Non, si on ne m'a pas beaucoup entendu, bon, c'est relatif. Moi, j'ai été très clair dans ma position sur ce dossier. La première chose que je signale toujours, il s'agit d'un grand contentieux, un gros contentieux entre mon pays et un pays extérieur. Donc, dans ces conditions-là, moi, je ne fais pas de calcul. Je ne sais même pas qui est au pouvoir. Ce sont nos soldats. Et parfois, j'entends dire, oui, ils ne sont même pas ivoiriens. S'il y a un seul Ivoirien
dans le contingent, la Côte d'Ivoire doit se mobiliser pour ce seul Ivoirien-là. Donc, c'est un débat dans lequel je ne rentre pas. Je trouve cette décision regrettable. Regrettable, non pas pour condamner les autorités ivoiriennes, regrettable que nous en soyons là aujourd'hui. Parce que finalement, je pense que c'est vrai, j'apprécie l'analyse du docteur Arthur Banga à laquelle j'adhère, mais je crois que la vraie réalité, c'est que finalement, les autorités ivoiriennes considèrent que les autorités maliennes ne bougent pas sur la question des 46 soldats. Et moi, je pense que c'est légitime de prendre... C'est une sorte de ras-le-bol? Ah oui, parce que moi, je dis, il faut qu'on dise les choses clairement. On me dit, oui, c'est un dossier judiciaire, toi, tu es militant des droits de l'homme. Il n'y a plus de juridique ni de judiciaire dans cette affaire. À partir du moment où les autorités maliennes demandent qu'on leur donne en retour les anciens dirigeants du régime déchu par eux-mêmes, c'est du marchandage. On n'est plus dans du juridisme, on n'est plus dans du droit. Donc à partir de là, moi j'ai vu que c'était du pipeau, c'était un moyen de chantage. Mais malgré cela, ce qui m'avait vraiment plu, c'est que malgré ce gros contentieux, les autorités ivoiriennes avaient donné leur accord pour participer à la MINUSMA. J'ai trouvé ça formidable. Tout cela pour donner une chance aux relations entre les deux pays. Et moi, je ne vais pas être trop long sur cette affaire, mais permettez-moi de terminer pour dire... Dites-nous. Ça va créer un gros précédent. Peut-être que peut-être M. Assimi Goïta, que nous apprécions sur un autre angle, parce que bon, son combat, ça n'a rien à voir avec ce dont nous parlons aujourd'hui. Il est en train de créer un précédent entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Est-ce que toutes les crises, qu'elles soient militaires ou politiques entre les deux pays, devraient demain se régler de façon juridique? Il faut qu'il assume, ou de façon judiciaire, je veux dire. Moi, je trouve que la décision prise, on n'avait pas le choix. On ne peut pas continuer de mourir pour des frères maliens pendant qu'ils nous soupçonnent de vouloir les déstabiliser. Quel paradoxe! Très bien. Professeur Dion, oui. Si vous devriez traduire ce qui est en train de se passer par une image, ce serait laquelle? Vous qui aimez tant les images, les expressions imagées. Alors moi, d'abord je regarde l'attitude d'Assimi Goïta. Deux amis s'entendent pour aller tuer une panthère. Alors, les deux vont se partager les tâches. On dit à un, toi, tu attends que la panthère sorte la tête, tu sautes et tu prends son coup. Le deuxième, lui, son travail, c'est de prendre le fusil et de tirer. Les deux se mettent d'accord là-dessus. Quand ils vont sur le théâtre des opérations et que la panthère sort la tête, celui qui est au-dessus, là, saute et effectivement, lui, il fait sa part. Il attrape la tête de la panthère. Seulement, les yeux de la panthère effraient celui qui a le fusil. Lui, il prend la fuite. Celui qui a pris le coup de la panthère est coincé. Qu'est-ce qu'il fait? Il lâche la panthère, c'est à ses risques et périls. Donc, il est obligé de garder sa position, mais il va finir par s'épuiser un jour. C'est clair? Assimi Goïta attrape le coup de la panthère, il est tout seul, il ne sait plus comment lâcher la panthère. Et je l'ai maintes fois dit sur ce plateau, c'est lui qui a un problème. Il ne sait pas comment mettre fin à ce qu'ils ont créé. Et c'est ça qui nous fait peur. Ce n'est pas une analyse un peu trop simpliste? Elle n'est pas simpliste. Parce qu'on est d'accord que cette affaire... Qu'est-ce qu'Assimi Goïta, le président de la transition du Mali, perdrait en relâchant, par exemple, les militaires ivoiriens? Je répète ce que je vous ai dit ici. Assimi est entré dans une logique avec plusieurs personnes dans une histoire de montrer, on l'a dit suffisamment sur votre plateau, que Alassane Ouattara étant le pion de l'impérialisme français en Afrique de l'Ouest, il faut s'en prendre à lui. Assimi Goïta rentre dans ce combat pensant qu'en maintenant nos soldats chez lui, il y aurait une situation compliquée en Côte d'Ivoire parce que les autres soldats ne comprendraient pas pourquoi on ne fait rien pour libérer leurs amis. Il voit que le temps passe, ce n'est pas la réaction attendue. Entre-temps, il a bâti tout son populisme et son souverainisme sur la confrontation avec Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire. Mais il y a tout un peuple là qui le regarde, des gens qui ont été manipulés, qui ont été gonflés à bloc, qui attendent. Si Assimi Goïta fait l'erreur de céder, regardez tout ce que ça peut provoquer chez lui. Parce que lui-même a contribué à gonfler à bloc tout son peuple.
Et le problème, je termine là-dessus, si vous le permettez, avec Allez-y. nos frères maliens. Vous savez, chaque peuple a un défaut. Moi, je pense que le défaut des Ivoiriens, c'est notre insouciance. Ça nous caractérise. Ça fait qu'on humorise sur beaucoup de choses, même les choses sérieuses. Le problème des Maliens, c'est le syndrome du Mali. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement nourris à ce qui est fable, à ce qui est fantastique. Ils ont été tellement nourris au registre laudateur. Vous voyez, quand on parle de Soundiata, c'est l'épopée madingue où on peut tuer Soumangourou avec l'ergot de coq. Les Maliens ont l'impression qu'ils sont le nombril de l'Afrique et qu'eux, ils ont un projet destinal pour l'Afrique et ils sont dans leur fantasmagorie. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, il faut que nous prenions le temps de leur faire comprendre que le monde a une manière de fonctionner. Il y a un ordre du monde et que la politique, c'est de la réelle politique. Très bien. Guillaume Bateau. Oui, je pense que, moi je l'avais déjà dit ici, les autorités ivoiriennes ont mis trop de temps même pour retirer nos soldats. Et jusqu'en août 2023... Il fallait prendre le temps de jouer la carte de la diplomatie à fond, jusqu'au bout. Vous savez, moi, depuis le début, si c'est à vous connaissez ma position, on n'a pas affaire à des hommes d'État au Mali. On a affaire à des gens à des bricoleurs, je m'excuse du terme. C'est du bricolage. Donc, à partir de ce moment, vous ne pouvez pas utiliser des méthodes, entre guillemets, civilisées pour régler un problème avec des gens qui ne comprennent rien à la façon dont le monde marche. Donc, aujourd'hui, et le professeur l'a un peu dit, M. Goïta et ses amis putschistes du Mali, qui sont retrouvés là par effraction, ne savent pas comment les relations entre les États, comment ça fonctionne. Vous ne pouvez pas, au XXIe siècle, un État sérieux ne peut pas prendre des citoyens de notre État en otage et demander des monnaies d'échange. Mais c'est ce qu'on a vu avec M. Goïta. Bon, il faut qu'on retire tous nos soldats et il faut qu'on prenne des mesures de représailles contre le Mali. Voilà. Parce que c'est pas comme ça qu'on traite un pays frère. Tout le monde entier leur parle, le secrétaire général de l'ONU, le président de la CEDEAO, le président de l'Union africaine, tout le monde leur dit mais c'est pas comme ça se passe et ils n'en ont que. Donc, avec eux, il faut employer d'autres méthodes. Et moi, ce qui me déçoit le plus, ce sont les Maliens eux-mêmes qui ne disent rien. Qui ne disent rien. Ils soutiennent ce que font leurs autorités de transition sans broncher. Alors, bon, oui, heureusement que ce n'est pas eux tous, sinon ça aurait été grave. Mais ce que je constate, c'est que la majorité des Maliens ne dit rien, ni à l'intérieur du Mali. Bon, je comprends qu'à l'intérieur, ce soit difficile, parce que le régime de M. Goïta est tout sauf un régime démocratique. Mais ceux qui sont à l'extérieur, notamment en Côte d'Ivoire, peuvent donner de la voix pour dénoncer ce qui se passe. Ceux qui sont ailleurs, hors du Mali, peuvent donner de la voix. Vu l'importance de nos relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali, je crois qu'ils ont tort de rester silencieux et ils sont tenus pour responsables de ce qui va arriver. Très bien. Michel Betta, vous vous attendiez à cette décision du gouvernement ivoirien? Bon, moi, je crois que la décision est précipitée. Il ne faut pas se le cacher. Voyez-vous, le Mali, le déploiement de nos troupes au Mali, c'est plus même pour contrer le djihadisme. Et aujourd'hui, en nous retirant, nous laissons le djihadisme prospérer et on peut l'avoir à nos portes. Je crois que dans la lettre même, il est dit que nous allons déployer nos forces ailleurs. Dans toutes les missions des Nations Unies, qu'elles soient ailleurs. Donc, ça veut dire qu'on a toujours des forces à déployer. Mais moi, je pense qu'en les déployant là, on se sert nous-mêmes on sert nous-mêmes nos intérêts plus que d'autres intérêts. Moi, je pense que la décision est précipitée. S'il a fait seulement 5 mois que nos soldats sont maintenus au Mali, 5 mois, je crois que dans les relations diplomatiques et ce qu'on voit souvent dans les négociations, ça dure. La preuve en est, le Mali a libéré 3 personnes déjà en 5 mois. Je dis que ça va venir. Il faut mesurer un peu l'ampleur du danger qui nous guette tous. Parce qu'aujourd'hui, avec notre présence au Mali, avec les présences d'autres forces au Mali, nous arrivons tant bien que mal à contenir l'avancée des troupes djihadistes et la Côte d'Ivoire peut s'en réjouir. Et moi, je crois qu'en décidant brusquement comme ça de retirer nos troupes, qui acquièrent avec leur présence là-bas de la compétence en matière de lutte contre le terrorisme, parce que ce n'est pas évident qu'on l'acquiert au salon ou bien en formation mieux que sur le terrain. Et en étant sur le terrain, ça leur permet d'être en contact avec ces forces-là et de savoir mieux les maîtriser. Aujourd'hui, on décide de les
retirer, ne plus avoir contact avec ces forces terroristes-là dans leur déploiement, dans leur mise en œuvre de tous les drames qu'elles causent. Peut-être que dans la vision du gouvernement ivoirien, ces forces pourraient servir sur d'autres théâtres. Oui, mais le théâtre le plus important pour nous, moi j'estime, le théâtre le plus important pour nous, c'est sur Mali. Parce que là, on maintient en même temps une force qui peut nous atteindre et loin. Donc voilà, voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de pays subissent les attaques terroristes, mais la Côte d'Ivoire en a moins. Très bien. On n'a jamais été attaqué? Si, on a été attaqué, mais moins. C'est pourquoi je dis moins. Parce qu'on est sur le terrain. Ouais, je termine pour dire que, pour moi, je souhaite que la voie de la négociation, de la diplomatie soit la meilleure. Parce que, quoi qu'on dise, nous ne sommes pas, en fait, le premier pays à nous trouver dans une situation aussi embarrassante. Mais sur d'autres cieux, la négociation a pris le pas sur tout ce qui est conflit. Très bien. Tout conflit a des conséquences dramatiques. D'accord. Même qu'il soit avec une force qu'on sous-estime. Voilà. Très bien. On vous a bien compris. Avant de vous passer la parole, Landry Couillot, vous me permettrez de faire intervenir M. Kofi Clément qui nous appelle de Cocody. Pour lui, la Côte d'Ivoire fait bien de se retirer de la MINUSMA, mais devrait se retirer aussi de toutes les missions onusiennes. M. Kofi Clément, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Allez-y pour votre développement. Dites-nous. Oui, alors je voudrais dire que je ne comprends pas pourquoi, lorsque la Côte d'Ivoire retire ses soldats au niveau de la MINUSMA, et que la même Côte d'Ivoire dit qu'elle est prête à aller dans d'autres... À redéployer effectivement ces soldats sur d'autres théâtres. Oui, et là, c'est une chose et son contraire, parce que moi j'estime que si la Côte d'Ivoire décide de retirer ses soldats, c'est parce qu'elle estime que l'ONU, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'aller défendre ou aider le Mali, n'a pas réagi quand les Maliens ont estimé qu'il y avait des vices de procédure. L'ONU n'a rien dit. On a eu 2 communiqués contradictoires avec le secrétaire général et la note verbale de la MINUSMA qui disait que ces soldats n'avaient pas leur place là où ils étaient. Alors, à partir de cet instant, si nous retirons nos soldats, nous ne les retirons pas par rapport au Mali, mais par rapport à celui qui nous a envoyés au Mali. Et donc, nous ne pouvons plus nous permettre d'envoyer d'autres soldats dans les missions de l'ONU, parce que si nous allons dans les missions de l'ONU et que nous avons des problèmes et que l'ONU reste les bras croisés, il y a problème. D'accord. Vous fustigez l'attitude de l'ONU dans la gestion de ce dossier. On vous a bien compris, M. Kofi Clément. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. Ah. Je fustige la position de la Côte d'Ivoire. Il y a une position contradictoire. Si nous retirons nos soldats, nous n'allons pas les reprêter encore à l'ONU. Ça, c'est contradictoire. Mais vous semblez indiquer que vous n'avez pas aimé l'attitude de l'ONU dans la gestion du dossier. Oui, c'est ce que j'évoquais. Voilà, donc quand nous n'avons pas aimé la position de l'ONU dans notre dossier, nous n'allons pas encore nous mettre avec l'ONU. D'accord, très bien. On vous a bien compris en tout cas. Merci d'avoir donné votre point de vue sur ce sujet. Landry Couillot, réaction. Merci bien, Ali. Je crois qu'il ne faudrait pas non plus insinuer qu'il y ait une crise de confiance ou une crise institutionnelle entre la Côte d'Ivoire et l'ONU. Le communiqué, il est assez clair. La Côte d'Ivoire décide à titre de représailles, pas de représailles, mais de protestation. La protestation est une démarche diplomatique qui intervient dans l'escalade, bien sûr, d'un conflit. Et donc, elle proteste face à l'attitude des autorités maliennes en demandant un retrait, mais un retrait progressif de ces troupes. Pourquoi progressif? Parce que dans tous les cas, d'un point de vue matériel et technique, on ne peut pas les retirer brusquement. Et d'un point de vue politique et diplomatique, ça permet toujours d'avoir le temps de continuer la négociation. Donc il ne faudrait pas s'en effrayer. Le canal diplomatique n'est pas rompu, pas du tout. Il continue, il demeure. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire n'a pas de souci avec l'ONU puisqu'elle a un engagement. La force d'un État, sa noblesse tient dans sa capacité à pouvoir tenir ses engagements. Et donc, lorsqu'au niveau des autorités ivoiriennes, nous disons que pour le cas du Mali, parce qu'il y a une crise particulière et nous décidons, après avoir longtemps négocié, montré notre bonne foi, fait preuve de protestation, nous réitérons notre confiance aux Nations Unies et notre capacité à pouvoir accompagner l'ONU
dans ces missions de maintien de la paix. Et cela participe même, comme Arthur le disait, de la nouvelle idéologie qui construit notre armée. Et d'un point de vue stratégique, permet donc à la Côte d'Ivoire de se doter du personnel militaire qui va gagner en expérience de terrain, surtout dans la lutte contre le terrorisme, afin de pouvoir renforcer les capacités de notre armée. Donc les Ivoiriens doivent être tranquilles parce que d'un point de vue intérieur, on aurait pu ou on peut penser un seul instant que nos autorités sont en train d'abandonner les 46 autres soldats. Ça peut créer cela dans les esprits des uns et des autres. Non, nous ne les abandonnons pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas dans la démarche de l'État ivoirien. Nous avons besoin de protester. Et cette protestation est une chose tout à fait normale, parce qu'il serait anormal de notre part de rester passif et de regarder les choses se faire comme s'il n'y avait qu'un seul maître qui guidait l'orientation des choses. Nous montrons et frappons du poing sur la table pour dire que nous sommes un État sérieux et que nous ne pouvons pas longtemps continuer à ce que cette situation se fasse sans rien dire. Nous décidons de continuer dans la négociation, ça c'est vrai. Cependant, nous demandons un retrait progressif de nos soldats et le caractère progressif de ce retrait-là permettra donc à la diplomatie de s'accentuer. Je suis sûr que dans les semaines qui suivront, il y aura des actions diplomatiques plus pertinentes, plus fortes à l'effet d'avoir un résultat tant souhaité par les populations ivoiriennes. Monsieur l'historien, quels pourraient être ces leviers diplomatiques comme évoqué par Landry Couillot, utilisés par la Côte d'Ivoire pour mettre un peu plus de pression pour la libération de ces soldats? Avant ça, si vous permettez, rapidement, j'aimerais quand même rebondir sur une ou deux choses que j'ai entendues. D'abord, j'insiste sur le fait qu'il y a la dimension de cette crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il y a cette dimension de protestation, mais pas que. D'ailleurs, on limite, parce qu'on est ivoiro-centré dans notre débat, on limite au déplacement de la Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire dans cette période. Dans cette période, il y a l'Égypte, le Bénin, la République tchèque, l'Allemagne. Il y a plein de pays qui partent. Parce que l'ambiance même autour de la MINUSMA n'est pas propice à son travail. D'un point de vue technique déjà, une bonne partie du soutien de la MINUSMA se faisait par Barkhane, les appuis feu, les appuis aériens, qui ne sont plus possibles. Et les quelques hélicoptères qui sont encore à disposition de la MINUSMA doivent encore obtenir des autorisations. C'est-à-dire qu'une patrouille terrestre est pris sous le feu ennemi, qu'elle appelle du renfort, il n'est pas capable de décoller tout de suite. Vous comprenez, il y a déjà ça. Donc, il y a une ambiance générale qui, elle-même, n'est pas favorable, en plus du problème que la Côte d'Ivoire connaît. Et quand on parle du temps, quand même, la Côte d'Ivoire a quand même pris le temps. Plusieurs Ivoiriens, par exemple, Guillaume ici, dès le premier jour, réclamait ce départ. La Côte d'Ivoire fait mieux. Elle a changé, c'est-à-dire, elle a permis la relève de 650 soldats. Ça, c'est manifester sa bonne foi. Mais quand je manifeste ma bonne foi pendant des mois, qu'en retour, il n'y a aucune bonne foi, je ne peux pas continuer ainsi. Dernier point que je veux relever, un pays fait des choix stratégiques en matière de défense. Aujourd'hui, il y a un contexte mondial qui veut une africanisation du maintien de la paix, une africanisation des interventions sur les théâtres africains. D'ailleurs, c'est voulu par la communauté internationale, mais c'est voulu par les jeunesses africaines. Les jeunesses africaines, aujourd'hui, n'acceptent plus l'intervention qui vient de l'extérieur. Pourtant, il y a souvent des besoins d'intervention. Voilà. Et donc, face à ces besoins d'intervention, la Côte d'Ivoire ne peut pas dire, dans ce mouvement africain qui est en train de se faire, nous, on n'y participe pas. Et si on décide de participer, ça sera soit sous mandat onusien, soit sous mandat de l'Union africaine. Aujourd'hui, il y a des théâtres comme la Centrafrique qui attendent encore un déploiement de notre bataillon projetable. D'ailleurs, au début de 2012, on avait un bataillon projetable. Là, maintenant, on en a deux. C'est-à-dire qu'intervenir à l'extérieur fait partir de la doctrine stratégique ivoirienne. C'est une nouveauté. Rapidement sur les leviers, d'abord, garder le contact, le dialogue avec les autorités maliennes. Moi, je vais me limiter à ça, parce que je pense qu'il faut garder cet esprit quand même constructif, parce qu'après tout, les Maliens, c'est des frères. Tôt ou tard, la famille se retrouvera. Il ne faut pas créer des précédents pour fragiliser justement ce processus de réconciliation. Donc je ne vais pas aller aussi fort que mon acolyte pour dire qu'il faut déjà... Non, mais je pense qu'il faut garder quand même, malgré tout, un esprit positif. Il y va de la construction africaine, il y va de l'unité africaine, il y va de l'intégration sous-régionale. Dernier point rapidement. Ça fait plusieurs fois, dernier point. Cette fois, c'est vraiment le dernier. Sous la protection.
Oui, et c'est bien compris dans les dispositifs stratégiques, je peux vous le garantir. Aujourd'hui, l'état-major ivoirien a bien conscience que ces soldats qui vont décrocher des positions maliennes doivent être repositionnés au nord, avec le matériel doit être repositionné au nord, pour permettre justement de pouvoir anticiper le plus tôt possible. Au nord de nos frontières. Au nord de nos frontières, dans la zone opérationnelle nord. D'accord, messieurs, quel est l'intérêt du Mali à voir tous ces contingents de ces pays amis européens, africains se retirer de la zone de combat? Guillaume Bateau. On voit bien que le Mali n'a aucun intérêt. Sauf que la junte malienne qui veut fouetter son propre orgueil, veut se donner de la contenance, travaille aujourd'hui clairement contre son propre pays. Parce que tous ceux qui s'en vont, mais le Mali aujourd'hui est exposé. Le Mali seul ne peut pas faire face au djihadisme radical, à l'islamisme radical, c'est clair. Mais ces gens qui sont au pouvoir au Mali ne comprennent pas. Et ils sont comme des enfants qui jouent avec le feu. Parce qu'aujourd'hui, vous faites partie de l'opération Barkhane. Arthur l'a expliqué, lui qui est spécialiste, il a expliqué. Tous les moyens logistiques qui auraient pu aider les soldats sur le terrain sont retirés. Donc on voit les pays qui retirent leurs soldats n'ont pas envie que leurs enfants meurent pour des gens qui ne comprennent rien. Vous comprenez? Donc le Mali n'a aucun intérêt à se mettre tout le monde à dos. Ça, c'est évident. Mais le problème, c'est que M. Goïta et ses amis ne le comprennent pas. Et ils se croient à l'aide de Soumangourou Kanté. Mais Soumangourou Kanté, je ne sais pas, il y a plusieurs milliers d'années. Il faut que les Maliens... C'est pour ça que je condamne le mutisme des Maliens de l'extérieur. Ils voient bien que leur pays est en train d'être détruit par une junte qui ne maîtrise rien et ils ne disent rien. Et demain, ils veulent que nous tous, on prenne les pots cassés. C'est pas sérieux. Je n'aime pas dire à Beta, mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si nous, on veut aider les Maliens, ils ne veulent pas de nous. On ne va pas continuer à les regarder. On n'a pas besoin d'aller au Mali pour former nos troupes. Elles peuvent se former ailleurs. Voilà. Le Mali n'est pas le seul pays qui est confronté à l'islamisme radical. Et puis, il est mieux même de protéger nos propres frontières par nous-mêmes que de dire, bon, ils vont aller se frotter aux djihadistes. On n'en a pas besoin. Les autorités ivoiriennes ont bien compris. Il faut retirer nos soldats et puis passer à une étape supérieure. Parce que parfois, quand tu danses avec l'aveugle, il faut marcher sur ses pieds pour qu'il n'est pas seul. Michel Betta, réaction? Je pense que sur la question, les autorités maliennes, tous ceux qui se retirent l'ont dit, hein, les autorités maliennes renforcent leurs relations avec les forces paramilitaires de Wagner. Donc c'est dit que certainement qu'elles ont un plan, je veux dire un plan B, hein, de relations qu'elles vont déployer pour certainement maîtriser plus ou moins l'avancée djihadiste. Mais moi, je veux ajouter à cela, je dis qu'en aidant le Mali, c'est la Côte d'Ivoire qui cède. Ça, il ne faudrait pas l'oublier. Parce que l'avancée djihadiste, hein, et puis la maîtrise djihadiste du territoire malien, ça va se faire contre la Côte d'Ivoire. Ça va se faire contre les pays de la sous-région. Donc, en allant au Mali, ce n'est pas seulement pour nous, pour le Mali, mais c'est pour nous aussi. Donc il ne faut pas oublier et il faut mettre ça en avant pour mieux apprécier la situation au Mali. Pour vous, la Côte d'Ivoire devrait fermer les yeux sur la crise, notamment au sujet des 46 soldats, et continuer d'intervenir au Mali. Quand vous dites fermer les yeux, je veux dire dans cette crise-là. Non, parce que là c'est une sorte de ras-le-bol. Non, vous savez, non. Guillaume, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Allez-y. Quand vous parlez de ras-le-bol, hein, on aurait pensé qu'il s'agit d'une relation entre vous et moi. Il s'agit d'une relation entre pays. Mais même entre les États. Entre les États, il y a des fois... dans les histoires de relations internationales, il y a des ras-le-bol entre les pays. Je dis qu'il y a la démarche. Les relations, aujourd'hui même, quand on prend un peu la crise ukrainienne, les gens continuent de se parler. Les gens continuent d'utiliser la voie diplomatique alors que les affrontements ont lieu. Ça vous dit que dans toute relation diplomatique... Mais les relations diplomatiques ne sont pas interrompues. Non, mais on privilégie le dialogue. Pendant que le dialogue est encore possible, maintenons-le afin d'aboutir à un résultat. Très bien. Arthur, attention. Docteur Boga. Oui. Moi, je vois très bien qu'il y a eu une escalade. Voilà. Écoutez, on a tous suivi ce qui s'est passé aux Nations Unies lors de la dernière Assemblée générale. Quel Ivoirien ne s'est pas senti humilié lorsque le représentant du Mali parle ainsi de notre pays? À partir de là, moi, j'ai compris que tout était foutu. Parce que ce n'est pas n'importe où, c'est à l'ONU. Et ça, je dis, c'est regrettable, parce que, bon, beaucoup l'ont dit ici. Le danger, c'est quoi? C'est que ce n'est même pas la Côte d'Ivoire seule la cible, mais tous les chefs d'État ont été alignés, y compris le secrétaire général des Nations Unies. Et moi, je m'interroge, c'est vrai, je suis panafricaniste.
Mais le panafricanisme ne va pas s'obtenir comme ça avec un claquement de doigts. Il faut une méthode. Il faut un processus. Est-ce que le Mali est sûr qu'il peut, à lui seul, contenir face au djihadisme? Michel dit que Wagner, ça doit suffire. Oui, bon. Je n'ai pas dit que ça suffit. Mais même. Mais il renforce. Attention, Michel, on laisse le docteur Boga terminer. C'est les mêmes Maliens hier qui ont applaudi François Hollande. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui l'ont applaudi. Et moi, j'étais à Paris. On était à une émission avec votre confrère Africa 24, où moi, j'étais, quand M. François Hollande a obtenu le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, j'étais l'un des rares sur le plateau à dire, mais non, quelqu'un ne fait pas la guerre et puis on va lui donner un prix pour la paix. Il a fait la guerre. Mais les Maliens ont applaudi. Seulement, ce qu'ils disent, ils ont été trahis parce que la France n'a pas joué. OK. Ils ont été abandonnés en plein vol. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez tous les leviers? Bon, vous dites que, supposons vous faites ça contre la France. Très bien. De ce point de vue-là, on est nombreux, on applaudit. Ah, bravo, au moins la France va se retirer. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez tous les moyens pour affronter le djihadisme, vous seul? On dit oui, il y a la Russie. Mais même la Russie, quand elle arrive, elle va regarder comment vous vous séparez de vos partenaires d'hier. Parce qu'on ne le fait pas dans l'arrogance. Remerciez ceux qui étaient vos partenaires hier, et puis dites qu'on est suffisamment mature aujourd'hui, on veut prendre nos responsabilités. Moi, je termine toujours par dire ceci. Le problème que le Mali se sépare de l'ONU, ça ne me dérange pas. Je dis, la Côte d'Ivoire et le Mali sont deux pays frères. Sur mon territoire ici, là, il y a au moins 3 millions de Maliens qui vivent en bonne intelligence avec nous. Quand vous bloquez nos 46 soldats, et puis le secrétaire général des Nations Unies a dit quelque chose, ils ne sont pas des mercenaires. Souvent quand je parle, les gens n'aiment pas être factuels. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le secrétaire général des Nations Unies qui dit qu'ils ne sont pas des mercenaires. Et puis j'aurais applaudi si M. Assimi Goïta s'en remettait à la justice purement et proprement. Mais il fait du chantage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si M. Ouattara demande de lui livrer tout ce qu'il veut, il va la libérer. Donc finalement, c'est un chantage. Ça, c'est du banditisme. Je suis désolé. Très bien, professeur Dion. S'il vous plaît, Guillaume. Non, mais je l'ai dit. Non, mais pour une fois, qu'il faut comprendre, professeur Dion, allez-y. C'est que nos soldats sont en danger. Je ne parle pas des 46, je parle des soldats qui sont au Mali, mais sont en danger parce que, comme Arthur l'a expliqué, s'ils ne peuvent pas avoir d'appui quand ils sont attaqués, comment ils font? Et on ne va pas continuer de dire on a eu 10 morts, on a eu 5 morts, on a eu 15 morts. On ne va pas faire cette comptabilité-là. Donc, à partir du moment où le Mali même ne veut plus de nous, nous rend la tâche difficile. Mais pourquoi insister et pourquoi rester? C'est comme s'ils nous disaient on n'est plus responsable de votre sécurité au Mali. Ah ben oui. Mais nos soldats ne peuvent pas rester. Ils peuvent aller servir là où c'est utile. La deuxième chose, Oui. Ali, si vous permettez. Allez-y. J'ai dit, les gens sont dans la manipulation. Et Guillaume l'a dit. Moi, j'enseigne la civilisation du numérique à nos petits frères à l'université. Et je suis donc constamment sur les réseaux sociaux pour voir les tentatives de manipulation. 2 exemples. Voilà quelqu'un qui poste un jour une photo d'un char dernière génération. Et il annonce que le Mali vient d'acquérir ce char dernière génération. Mais il y a près de 4000 commentaires. Vive le Mali. Le Mali attend maintenant. Même les États-Unis, on vous attend. On va vous détruire. J'ai fait une recherche sur Google. Mais les Américains sont en train de fabriquer ce char. Ils n'ont même pas encore fini de fabriquer ce char. Deuxième chose, il y a un qui annonce que Poutine a offert un sous-marin nucléaire au Mali. Et il y a un qui note en bas, on attend la Côte d'Ivoire maintenant, on va voir. Les Maliens ont le sentiment qu'ils peuvent battre tout le monde entier aujourd'hui. Ces gens-là jouent sur cette manipulation, jouent sur ces fantasmagories, et ils donnent l'impression aux Maliens qu'ils sont en sécurité quand ils sont tout seuls et qu'ils sont en insécurité quand le monde entier vient les aider à combattre les djihadistes. C'est ça que nous sommes en train de pointer ici. Ce régime est très dangereux en termes de sécurité pour l'Afrique. On vous a bien compris. Landry Couillot. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, je comprends bien les inquiétudes, c'est tout à fait légitime en matière de lutte contre le terrorisme, mais c'est à nous aussi de pouvoir avoir des solutions innovantes. Vous savez, le terrorisme ne concerne pas que les pays du Sahel. Aujourd'hui, les pays même côtiers sont fragilisés, touchés. La menace, elle est partout. Vous comprenez? Et par voie de conséquence, je me dis, si le G7 Sahel a été saboté par le Mali avec son retrait, il est important qu'on reprenne à notre compte, je dis bien tous ces pays-là menacés par le terrorisme, reprennent à leur compte une organisation, cette organisation-là, afin de pouvoir s'y intégrer et de développer de nouvelles stratégies parce qu'on a donc un terrorisme qui est contaminant. Il ne faudrait pas non plus que l'on fasse croire aux uns aux autres que le Mali est devenu le nombril, le centre du monde, le centre névralgique, et s'il explose, tout le monde explose. Non. Il faut montrer que les uns les autres sont en capacité de pouvoir faire sans eux,
Parce qu'eux, ils disent qu'ils peuvent faire sans les autres. On ne peut pas forcer quelqu'un à l'aider. Les Maliens te donnent les moyens de pouvoir avoir de nouveaux partenariats. Tant mieux. C'est pourquoi est-ce que les autres s'en vont? C'est normal. Ils ont Wagner, la Russie, la Chine. Vrai ou faux, ce n'est pas un problème. On estime que ces Maliens ne sont pas fous. Ils n'ont pas pour ambition de laisser leur pays être ravagé par les djihadistes. Mais pendant ce temps, nous autres, nous sommes conscients de la menace. C'est à nous de dire on ne peut pas, pays après pays ou pays séparément, se protéger. Il va falloir que tous ces pays-là qui sont concernés par la menace djihadiste-là travaillent le temps que pour le Mali, on ait des personnes qui comprennent un jour qu'eux-mêmes sabotent l'unité au niveau ouest africain, sabotent l'unité africaine et qu'ils ont besoin de pouvoir avoir de nouveaux paradigmes. Je vais terminer avec ceci, Ali, pour dire, parce qu'en réalité, je voudrais me concentrer sur les miens. Je vais me concentrer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Je vais me concentrer sur ces personnes qui, chaque jour, quand elles se lèvent, font une prière pour ces 46 soldats. Leur dire que le gouvernement est à la manœuvre et que nous nous donnons les moyens de pouvoir sortir de cette situation-là grandie. Le but de la Côte d'Ivoire n'est pas d'humilier le Mali. Si c'était la démarche des autorités ivoiriennes, vous aurez compris ça tout de suite. Notre but à nous, c'est de préserver ces relations-là et de faire de cette situation un épiphénomène, c'est-à-dire quelque chose de passager. Entre-temps, nous travaillons à la négociation et le dialogue continue de se faire. Vous comprenez même que, même dans la protestation, nous restons élégants. On aurait pu avoir une déclaration tapageuse, nous avons une note écrite. Quand vous lisez mot après mot, il y a de l'élégance là d'intérieur parce que nous estimons qu'au-delà de ça, il va falloir maintenir des relations dignes entre des pays qui cohabitent depuis très longtemps. Et cette dernière expression traduit effectivement qu'on n'a pas encore atteint le point de non-retour et c'est la bonne nouvelle. Guillaume Bateau, on termine avec vous rapidement. Ce que je dis aux amis ici qui disent, notamment à Michel, qui disent non, il faut... Est-ce que... Qui parle aujourd'hui de la libération des territoires conquis par les djihadistes au Mali? On nous avait dit que M. Goïta allait libérer ces régions-là. Mais qui en parle aujourd'hui? Justement, l'objectif de M. Goïta, c'est de détourner l'attention des Maliens d'abord et des Africains de l'essentiel. Parce que quand il a fait son coup d'État, c'était pour libérer les zones occupées par les djihadistes. Mais aujourd'hui, qui en parle? Nous, sur ce plateau, on parle de la libération de nos soldats, on parle des excès du Premier ministre par intérim à l'ONU, c'est ça qu'on parle. On ne parle plus de territoires à libérer. Vous vous souvenez, vous avez peut-être suivi, il y a quelques jours, dans une région du Mali, la société civile a protesté parce que les gens estiment être abandonnés à eux-mêmes. Mais aujourd'hui, l'objectif de M. Goïta, c'est qu'on ne parle plus de ces questions essentielles, mais qu'on parle du superflu. Mais nous, on ne peut pas continuer à accompagner M. Goïta dans sa diversion. Voilà. Il faut qu'on retire nos soldats, il faut que tout le monde se retire. Et les Maliens, maintenant, confrontés à la réalité, peut-être vont interpeller leur président de transition pour lui dire, mais écoute, on voit bien que tu ne fais plus notre affaire. Peut-être qu'à ce moment-là, il va prendre conscience et libérer nos soldats. D'accord. Monsieur, avant de passer au prochain sujet, nous avons M. Didier Brou qui nous appelle depuis l'Île-de-France. Il n'est pas d'accord avec ce retrait. Il partage visiblement l'avis de Michel Betta. Monsieur Didier Brou, bonsoir. Bonsoir, M. Ali. Nous vous écoutons. Alors, dans un premier temps, je voudrais que nos experts sur le plateau parlent avec des autorités maliennes avec un peu de courtoisie. Alors, si je soulève ce point, je voulais dire que si nous retirons nos forces, soi-disant que le Mali ne se comporte pas bien vis-à-vis de nous et qu'on les retire tout de suite, nous faisons de cette lutte comme si c'était une lutte malienne. Non, la lutte, elle est commune. Si jamais le Mali tombe, il faut qu'on soit sûr que dans les secondes qui vont suivre, nous allons aussi tomber. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Monsieur, vous me laissez terminer, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Si les djihadistes prennent tout de suite cette nuit-là, je ne le souhaite pas du tout, cette nuit-là, Bamako, c'est certain que cette lutte va nous éclabousser. Et moi, je pense bien que les autorités ivoiriennes sont conscientes de ça. Et donc, la décision de retirer nos troupes, pour moi, elle est une colère qui n'est pas justifiée et que nous pourrons regretter plus tard. D'accord, c'est votre point de vue, on le respecte. Merci beaucoup, M. Didier Brou, de nous appeler depuis la France. Arthur Banga, très rapidement. Je pense qu'on a été aujourd'hui, je ne vois pas de manque de courtoisie envers les autorités maliennes, aujourd'hui particulièrement d'ailleurs. Et ensuite, je vais dire, non, quand on partait en 2012 avec 200 soldats pour une compagnie de transport, l'idée, c'était la MINUSMA soutient a priori la paix.
En fait, il faut comprendre la MINUSMA. C'est d'abord une mission, comme on l'a dit, de stabilisation et de paix. A priori, c'est dans la mission que la question de la lutte contre le djihadisme se pose. Maintenant, je vais rassurer. La lutte contre le djihadisme, elle est d'abord, même si c'est une menace transnationale, c'est d'abord tes propres forces. C'est d'abord ta capacité nationale. Ensuite, la réponse internationale. Et si les Maliens aujourd'hui, parce qu'on ne va pas forcer le bonheur de quelqu'un, si les Maliens aujourd'hui estiment que la Côte d'Ivoire veut les déstabiliser, que la MINUSMA n'arrive pas à ramener la paix, mais on ne peut pas rester dans un pays comme ça. On a accusé de déstabilisation. Je rappelle quand même que la Côte d'Ivoire a perdu 9 soldats au Mali. J'insiste là-dessus. Et aujourd'hui, ce retrait du Mali, il est déjà compris sur le plan stratégique comment utiliser ces forces pour pouvoir sanctuariser notre territoire. Je pense que les autorités ivoiriennes, dès le début dès 2016 et encore plus à partir de 2020, les attaques dans le Nord, ont pris des mesures importantes. Création de la zone opérationnelle Nord, renforcement des effectifs, renforcement de la capacité de mobilité de nos troupes. Cela paye aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit certes maintenir la vigilance, mais je veux dire, l'explosion du Mali va accroître la menace, c'est sûr, mais elle va accroître aussi la réponse tant nationale qu'internationale. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est un pays qui agit de façon intelligente, qui ne rentre pas dans des considérations, qui sait à quel moment ses partenaires peuvent être d'un appui. Et quand on estime que nos partenaires peuvent être d'un appui, ils sont d'un appui. Aujourd'hui, on estime qu'ils peuvent être d'un appui en termes de formation. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme a été ouverte avec le concours de nos partenaires. On espère pouvoir tenir les premières lignes. Et moi, c'est ce que je rappelle toujours aux gens. Le jour où on estime qu'on est débordé sur ces premières lignes, on aura vu l'exemple du Mali qui va prouver que l'isolement diplomatique n'est pas une solution face à la réponse terroriste. On apportera la réponse, d'abord nationale, mais avec le concours de tous les partenaires ouest-africains et internationaux qui voudront bien nous soutenir dans cette lutte. C'est ici qu'on va s'arrêter pour ce sujet, à moins que vous ayez une dernière précision, Dr Boga Sako. Non, je voulais dire à notre ami qui est intervenu tout à l'heure. Didier Brou, qui a appelé de France, oui. Je voulais dire qu'on a été quand même... Enfin, il faut appeler un chat un chat. Quand vous maintenez des soldats et que vous demandez qu'on vous donne en lieu et place les barons de l'ancien régime, c'est du marchandage. On n'est pas au palais de justice ici. Non, mais il faut comprendre que parmi nous, il y a des personnes qui sont plus du côté du Mali que de... Oui, mais c'est pour ça... Quand vous dites parmi nous, j'espère que vous ne faites pas allusion. Oui, bien sûr, très bien. S'il vous plaît, messieurs. Non, s'il vous plaît, messieurs. Non. Landry Couillot, c'est Dr Boga qui avait la parole. On le laisse terminer. En tant que pédagogue, il faut rappeler aux gens... S'il vous plaît. En tant que pédagogue, je veux dire à notre frère qu'on n'a pas été du tout discoutois vis-à-vis des autorités maliennes. Et puis, par exemple, on les aurait appelés putschistes, que ce ne serait pas une injure, parce que c'est ce qui est. Thomas Sankara, que j'admire, n'était pas un élu. C'est à l'issue d'un coup d'État, on le déguise en disant révolution, mais tout ça, c'était une prise de pouvoir anticonstitutionnelle. Donc, on épargne cela, mais pour dire à notre frère qu'on n'a pas été... Malheureusement, s'il a fait une intervention pour dire que le retrait aurait des conséquences, mais il ne dit rien de nos soldats qui sont là-bas. Et que les Maliens refusent de libérer. Alors qu'on ne nous fait pas la preuve, on ne nous donne pas la preuve qu'ils sont coupables de quoi que ce soit. Très bien. Juste sur la courtoisie, est-ce que M. Brou a écouté le Premier ministre par intérim du Mali à l'ONU? Non, là c'est normal. Est-ce qu'il a écouté? Ou bien ce qu'il a dit à l'ONU, là, c'est la courtoisie? Bon, on vous a bien compris, monsieur. Alors, dans un instant, nous allons parler de la révision de la liste électorale. Ce sera juste après cette courte pause. Le plateau de NCI 360, dans la première partie de cette émission, nous avons parlé du retrait du contingent ivoirien de la MINUSMA et vous avez entendu évidemment nos analystes se prononcer sur la question. Vous avez pu participer également à cette émission en nous appelant. Dans la deuxième partie, nous allons évoquer la révision de la liste électorale. Vous le savez, c'est parti donc pour cette opération de révision de la liste électorale, le top départ du processus de mise à jour du fichier électoral national devant servir aux élections locales de l'année prochaine a été officiellement donné à Beauville par le président de la CEI. Depuis la capitale de l'Agné-Bitiassa, Ibrahim Kibir Koulibaly invite acteurs et parties prenantes à œuvrer au bon déroulement de l'opération sur le terrain. Message, semble-t-il, entendu par les partis politiques et les organisations de la société civile, tous à la manœuvre de la mobilisation des personnes concernées par l'enrôlement dans les différents centres sur l'ensemble du territoire national avant la date butoir du 10 décembre prochain. Le reportage de Thiemé Dandier et Mathurin Badé, et on en parle juste après. Chef-lieu de la région de l'Agné-Bitiassa. Sortie Est, cette école. Retenue pour le lancement officiel de la révision de la liste électorale.
Dans les rangs des pétitionnaires, de nouveaux majeurs. J'étais là ce matin, je suis nouveau majeur, je suis venu me faire recenser sur la liste électorale. Pour le top départ de l'opération, tous ont pour hôte le président de la CEI, Commission électorale indépendante. Occasion pour lui d'énoncer des recommandations pour son bon déroulement. Quand vous demandez aux citoyens de venir s'inscrire sur la liste électorale, il appartient à ces derniers, une fois inscrits sur la liste, parce que revêtant maintenant la qualité d'électeur, de choisir qui ils veulent. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Donc soyez républicains, soyez sérieux au travail, invitez la population, exigez les pièces nécessaires, parce que si vous ne le faites pas, maintenant, à l'occasion du traitement des données que vous avez collectées, on va déceler. Cap maintenant sur la salle d'enrôlement. Nous y retrouvons la nouvelle éligible à s'inscrire sur le fichier électoral. Elle se soumet à toutes les étapes. À terme, rien à signaler. Bien avant, les présidents de l'institution électorale étaient face aux acteurs et parties prenantes du processus de révision de la liste électorale dans cette contrée du pays. De là, ils sonnent la mobilisation générale pour la réussite de l'opération de mise à jour de la liste électorale, dont les enjeux sont déclinés. Vous n'êtes plus un sujet de droit parce que décédé, il faut qu'on vous retire de la liste électorale. Ou même si vous êtes vivant et que vous ne jouissez plus de vos droits civils et politiques parce que, étant privé par une décision de justice, vous ne devez plus être sur la liste électorale. Mais à cette occasion, la révision est opportune pour vous et la révision est opportune pour la commission électorale de faire ce travail. C'est l'inscription sur la liste électorale qui vous confère la qualité d'électeur, laquelle qualité vous permet d'être un invité au jour de l'élection. Alors, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous ne pourrez jamais choisir celui que vous voulez. Voilà pourquoi il est important que vous veniez vous inscrire sur la liste électorale. La CEI, dira son président, cible la barre de plus d'1 million de nouveaux inscrits à franchir et ainsi enrôler plus de nouveaux majeurs que lors de la précédente révision. Un pari à la portée de ces hommes, déployés sur le terrain avec plus de 7000 équipes mobiles sur l'ensemble du territoire national. Pour y arriver, partis politiques et sociétés civiles sont également sur le terrain. Le temps était donné du côté du parti au pouvoir. Quelques heures avant le lancement officiel, son secrétaire exécutif, Cissé Bakongo, mettait en mission les superviseurs régionaux du parti. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI, de son côté, a sillonné hier samedi 19 novembre 3 centres d'enrôlement de la délégation du parti de Yopougon. Au terme de sa descente sur sa visite terrain, de Niangon au lycée Rodin au collège Latrie de Gesco, en passant par le collège William Ponty de Yopougon Centre, le numéro 2 du PDCI a sonné la mobilisation des militants. Même temps au PPACI, où un jeune lieutenant de la formation politique de l'ex-président Laurent Gbagbo, à savoir Blaise Lasme, a porté le message de la direction sur le terrain. Depuis Guiglo, précisément à Zouan, dans l'ouest du pays, Blaise Lasme a insisté sur la nécessité d'être sur le fichier électoral. Monsieur, on se rend bien compte que tous les états-majors politiques, finalement, sont très intéressés par cette question de révision de la liste électorale. Faut-il s'attendre à un résultat avec plusieurs millions de jeunes enrôlés sur la liste électorale? Docteur Boga-Sako, vous y croyez? Oui, en fait, ce serait l'idéal. J'avoue que, bon, ce que vous appelez engouement, je ne le sens pas trop. C'est-à-dire que les gens, cette phase-là, apparemment, elle ne leur dit pas grand-chose. Et c'est vraiment paradoxal, hein, parce que c'est en ce moment-là qu'il faut se battre. Parce que je vois souvent des stades pleins où le millième de personnes dans ce stade-là ne se retrouvent pas sur la liste électorale. Pas la qualité des électeurs. Donc, de mon point de vue, un parti politique sérieux, c'est en ce moment précis-là qui doit déployer sa batterie mobilisatrice. Et non même le jour des élections. Parce que le jour des élections, ça ne sert à rien de dire à des gens d'aller voter alors qu'ils ne sont même pas sur la liste électorale. Donc si tu as un parti politique sérieux, c'est maintenant. Donc la lutte électorale, là, à la vérité, c'est lors de l'enrôlement qu'elle devrait se dérouler. Mon vœu, en tant qu'un acteur de la société civile, c'est de demander à la CEI de respecter la loi. Parce que la loi ivoirienne, telle que je l'ai trouvée là, voudrait que chaque année, la révision se fasse. Faudrait pas que... Regardez, c'est un peu rare, M. Ali Diarra-Souba. On a l'impression que c'est nouveau, c'est-à-dire un engouement. Mais si c'était habituel, en Europe, on fait la révision, personne ne bouge. On ne le sent même pas. C'est à cela qu'il faut qu'on arrive. Et c'est mon vœu. Très bien. Oui, Guillaume Bateau. Oui, d'abord, je pense que l'un des problèmes, et qui, de mon point de vue, n'a pas encore été bien traité, c'est l'accès des populations aux pièces nécessaires pour s'inscrire sur la liste électorale.
il y a eu un long débat sur le coût de la carte nationale d'identité. Pendant que certains, dont je fais partie, demandaient la gratuité, on nous a opposé une fin de non-recevoir. Mais on voit bien que dans nos quartiers, dans nos villages, beaucoup de personnes n'ont pas de carte nationale d'identité. Or, la carte nationale d'identité, parce qu'on parle de certificat de nationalité, mais tous ces documents ont un coût que parfois les gens n'ont pas. Moi, j'ai discuté il y a quelques jours avec notre sous-préfet de chez moi, qui est... Chez vous, c'est... Darleux. D'accord. Qui estimait que dans la seule sous-préfecture de Darleux, il y avait 20 000 personnes, selon les statistiques du sous-préfet, qui n'avaient pas de pièces d'identité. Vous imaginez? Or, ce problème n'a pas été réglé en amont. Aujourd'hui, on a ramené le coût du secteur de nationalité à 1 000 francs. Mais on peut le faire gratuitement pour cette période. Parce que la carte d'identité, ça coûte 5 000, mais avant d'avoir la carte d'identité, il faut avoir le secteur de nationalité, il faut avoir des certificats de naissance, etc., etc. Et parfois, donc, il y a des coûts qui enflent. Or, je ne crois pas que dans ce laps de temps, on puisse régler suffisamment ces problèmes de coût de pièces pour s'inscrire. Et si ce n'est pas fait, malheureusement, je crains qu'on ne puisse pas atteindre... On était ici avec le président de la CEI il y a quelques jours, qui disait que ils attendent... Il y a un gap de 5 millions, mais qu'ils attendaient autour de 700 000... Entre 1 million et 2 millions, disait-il. Bon. Alors, vous voyez que c'est assez insuffisant. Quand vous comparez la Côte d'Ivoire à certains pays, notamment comme le Ghana a environ 54% de sa population qui est inscrite sur la liste électorale. En Côte d'Ivoire, on est autour de 30%. Il y a un problème. Mais on ne peut pas régler ce problème si on ne facilite pas l'accès des populations aux pièces nécessaires pour s'inscrire sur la liste électorale. Michel? Oui, sur la question, je crois qu'il y a il y a une promotion à faire. Parce que lorsque vous suivez le secrétaire exécutif du PDCI, il a dit dans son discours, la promotion de la loi numéro 2018-863 du 19 novembre 2018, instituant la procédure spéciale de déclaration des naissances et pour l'établissement des pièces. Là, sur cette loi-là, l'obtention est gratuite pour le jugement supplétif et les populations ne le savent pas. Là, il faut promouvoir ces genres de lois-là afin que les populations s'en approprient. C'est pourquoi, lors du lancement de la révision de la liste électorale, le secrétaire exécutif du PDCI l'a dit. La première chose qu'il faut faire, c'est la promotion de cette loi-là, afin que chacun aille pour acquérir facilement ce certificat de nationalité, obtenir gratuitement pour ceux qui n'ont jamais eu d'extrait de naissance le jugement supplétif. Voilà autant de mesures qui ont été prises. C'est pas un jugement supplétif. Quand tu as le jugement supplétif, il faut faire le certificat de nationalité qui a un coût. Non, le certificat de nationalité, il y a des mesures aujourd'hui pour faciliter l'obtention. Oui, pour faciliter l'obtention. Voilà. C'est pas gratuit. Non, mais 1 000 francs. Ah oui, mais non, 1 000 francs. Qui va te permettre de t'inscrire sur la liste électorale. D'accord. Pas 1 000 francs. D'accord. Arthur? Moi, je vais rejoindre un peu Dr Gervais. C'est ce que je dis toujours. La question de la liste électorale est toujours traitée en urgence. Et tout ce que vous traitez en urgence ne produit pas les résultats. On ne parle de liste électorale qu'à 1 an des élections. D'abord, c'est contraire à la loi. Ensuite, vu les problèmes qui sont posés autour de l'identification, autour de ces coûts, il faut une réflexion calme, avec des décisions calmes et sereines. Aujourd'hui, déjà, la liste électorale, ça pose déjà la question de l'identification. Et moi, je vous dis, il y a des gens, des millions de personnes en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de pièces, qui n'ont même pas la moindre pièce. Vous allez dans les villages. Moi, je tourne un peu. D'ailleurs, j'étais avec l'ONG Désir de Paix et d'Avenir à Divo pour parler justement de ces questions de liste électorale. Oui, il y a des gens qui n'ont pas de pièces. Moi, je pense que la réflexion, quand on va finir ces histoires-là, il faut que la CEI, le gouvernement, les acteurs de la société civile, on ouvre un cadre de réflexion serein sur la liste électorale. En dehors des élections. Parce qu'on n'en parle que lorsque les élections arrivent. Deuxième chose, quand même, il faut le dire, il faut féliciter, je pense, les partis politiques. Et cette fois-ci, qu'ils prennent tous... prennent part au processus. Les principaux, le PPACI, le PDCI, le RHDP. Je n'ai pas encore entendu le FPI sur la question. On en parlait longuement. Ok, d'accord. Et les ONG, il y a quelques ONG qui montent. Maintenant, le dernier point, c'est aussi
l'enseignement, et je le dis, l'enseignement de la citoyenneté. On ne parle pas beaucoup de citoyenneté à nos enfants. Qu'est-ce que le vote? Comment c'est utile? Comment on leur apprend à voter dans leur vie? Choisir déjà le délégué? Comment on s'inscrit? La citoyenneté doit être portée. Parce que quand on va porter la citoyenneté, que les gens vont comprendre qui est citoyen, maintenant, dernier point, soyons francs, il y a quand même un rejet de la politique. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de la politique. La blessure de 2010 par rapport à la politique, parce que peut-être même avant. Non, en 2010, il y a pas de 85% de taux de participation. On ne fait pas ça dans certains pays, dans certaines grandes démocraties. Mais l'espoir qui a poussé ces 80% de taux de participation, c'était de dire, on a fait une décennie de crise, on va en sortir. Et les Ivoiriens sont sortis plus marqués qu'avant. Ils se sont dit, bon, à quoi ça sert? Et aujourd'hui, l'engouement politique a été un peu brisé. Et il y a aussi le sentiment de c'est toujours les mêmes résultats. Il faut aussi que la classe politique, les intellectuels réfléchissent à comment redonner de l'amour à l'engagement politique. Avant, il y a des gens qui ne savaient même pas parler bien français, mais qui étaient engagés en politique, qui partaient en meeting, qui faisaient des débats. Vous partez autour d'un kiosque à journal, c'était des débats. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins, peut-être des espaces sur les réseaux sociaux, il y a plus d'injures. Il y a la question de la liberté d'expression aussi. Hein. Qui se pose la liberté d'expression. Si tu parles trop aussi, bon. Donc il faut qu'on ait une réflexion globale pour redonner de l'amour à la politique et à la liste électorale. D'accord. Professeur Dion? Oui, mais l'un des dangers aussi, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a des partis politiques qui, à un moment donné, vont financer ce qu'on a dit là. Parce qu'il n'a pas 1000 francs, parce qu'il n'a pas 5000 francs. Vous allez sur le terrain avec des moyens importants, et puis à la limite, c'est vous qui lui obtenez des papiers. Ça pourrait ressembler à de l'achat de conscience. Mais il a besoin de papiers, il n'a pas l'argent pour le faire. Et on me dit, il y a un candidat qui s'appelle Couillot qui vient, qui va t'offrir des papiers. C'est ce qu'il fait. Il y a déjà quelque chose. Voilà. Il y a déjà quelque chose là qui se joue. Alors, et deuxième chose, c'est, comme l'a dit Arthur, c'est il faut parler de citoyenneté aux gens. Vous voyez, ce qu'il y a d'intéressant en démocratie. C'est pour ça que les spécialistes de sciences politiques vous diront que la démocratie, c'est le régime vraiment politique. C'est vous qui choisissez votre dirigeant. On ne vous l'impose pas. Ce n'est pas par naissance, ce n'est pas Dieu qui vous donne. C'est vous qui allez désigner votre dirigeant. Mais si vous ne participez pas à ce processus, on va vous imposer un dirigeant. Mais une fois qu'on vous impose un dirigeant, n'allez pas vous plaindre. J'ai fait un tour tout à l'heure dans une commune d'Abidjan, mais c'est extraordinaire. Les pieds dans l'eau jusqu'à ce que j'arrive chez celui que j'allais voir. Mais quand on pose la question, c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça. Dans un an, vous aurez à choisir votre maire. Vous aurez à choisir, mais si vous ne vous inscrivez pas, cette situation va continuer. Absolument. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est cela. Landry Couillot? Alors, je ferai bien l'économie de toutes ces analyses, mais pour dire que d'un point de vue politique pur, il y a une véritable crise de la légitimité des représentants des personnes choisies. Imaginez-vous que vous soyez élu président de la République de Côte d'Ivoire d'un pays de 29 millions ou 30 millions d'habitants avec 3 millions de personnes. Certes, légalement, vous êtes président de la République, mais du point de vue de la légitimité, vous allez en souffrir. Donc, du coup, vous vous exposez. Vous vous exposez. Où voulez-vous en venir? Juste pour dire qu'on a nécessairement besoin, la classe politique, quand je parle de la classe politique, de tous les partis politiques, on a nécessairement besoin d'avoir une vision prospective. Et de dire, faisons la provision de la légalité, de la légitimité, parce que la légitimité vient renforcer la légalité. C'est vrai que je veux être président de la République, mais je veux m'assurer que ceux qui me désigneront là représentent pour une portion importante la population. De sorte que celle-ci puisse se reconnaître en moi et que je sois déterminé ou choisi ou apprécié comme étant leur chef, leur président de la République. Ça évite les défiances et toute autre aventure que certains pourraient avoir comme prétexte à l'effet de vous dégager du pouvoir. Ça, c'est très important. Il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Et je vais terminer avec ceci. Vous savez, les gens ne sont pas bêtes. Les partis politiques ne se réveillent qu'à l'occasion d'élections. Ça veut dire que l'idée même de considérer autrui comme étant un citoyen n'apparaît que lorsqu'ils ont besoin de recruter des électeurs. Donc ils choisissent... Pour ne pas employer l'expression de certains artistes qui parlent de bétail électoral. Absolument. Mieux. Le bétail, il a acheté puisque le gars te dit, bon, écoute, de toutes les manières, c'est toi qui as besoin de ma voix, donc je ne vais pas faire d'effort. J'attends que tu viennes
constituer les pièces pour moi. J'attends que tu me payes le transport le jour de l'opération de vote afin que je me déplace. Donc du coup, il y a une désincarnation de la personne dans sa qualité de citoyen et qui va se mettre au service de X et Y qui a besoin d'accéder au pouvoir, soit communal, soit au pouvoir d'État. Mais dans tous les cas de figure, l'effet pervers, c'est quoi? C'est que lorsque l'individu arrive au pouvoir, il ne vous doit plus rien. Il ne vous doit plus rien, c'est que vous devez vous la donner. Tout à fait. Soit ça s'élève à 2000 francs CFA. Donc votre valeur en tant que personne humaine, votre valeur en tant que citoyen, c'est 2000 francs CFA divisé par 365 multiplié par 5. Il ne faudrait pas s'étonner par la suite que les personnes là font ce qu'elles ont envie de faire. Vous ne désignez pas des gouvernants, vous désignez des dirigeants. Des personnes qui vous donnent une ligne de conduite et vous suivez. Que vous soyez heureux ou pas, vous avez déjà donné votre accord de marchandage. Docteur Boga? Oui, je voulais juste que vous me permettiez de faire un petit additif. Un petit additif, parce que docteur Arthur a dit, et mon frère Couillot également, c'est que tout cela repose sur finalement l'éducation, la pédagogie, à la citoyenneté. Mais quels sont les canaux par lesquels on peut le faire? Il y en a deux. Soit on a des enseignants pour la plupart ici, soit donc à l'école. Il faut que l'État y pense, parce que finalement la question de la légitimité se pose. Et deuxièmement, il y a aussi les médias. Excusez-moi, je suis à NCI, c'est bien, mais je paye la redevance sur une chaîne nationale. Bon, là, elle ne peut pas m'offrir la Coupe du Monde. Peut-être qu'il faut qu'elle crée... Non, mais c'est vrai, je le dis en rigolant, mais il faut qu'elle crée les canaux pour qu'on puisse éduquer notre population. Peut-être qu'on devait partager la redevance à NCI qui fait ce travail aussi. Non, mais... nous, on est preneurs, hein. Je vous promets... dit en passant. Je vous promets que la FIDOP... Non, je vous promets que la FIDOP va adresser un courrier en 2023. Là, ça, c'est vraiment un challenge. Il faut que l'État se prononce sur cette question-là. Tu as la télé, tu n'as pas la télévision, tu payes la redevance. Et en plus, on ne te forme pas à la citoyenneté, à l'éducation, pour que tu saches la valeur du vote. Je le dis, parce que ce qu'il a dit est très important. Et dernière chose, qui est aussi perverse, qu'on ne dit pas, j'ai l'impression aussi que de temps en temps, les dirigeants jouent à un double jeu. Il ne faut pas que dans certaines zones, les gens soient trop sur les lycées. Non, je le dis parce que c'est à décès parfois. C'est à décès. On peut appuyer ça, vous savez. Oui. C'est de la suspicion, ça, monsieur. Mais ce n'est pas pour le régime actuel seulement. Non, je dis ça comme ça pour tous les états-majors. Les gens ne veulent pas qu'ils se disent, s'ils sont nombreux sur la liste, ça va chauffer. Oh, si moi j'ai réussi, parce que là, dans la mobilisation, c'est celui qui a plus de moyens qui fait le tour de la Côte d'Ivoire. Hein, pour mobiliser, il s'en fout des autres. Et les autres partis politiques qui n'ont pas les moyens sont là. Très bien. Donc, il y a un effet pervers. Et pour nous qui aimons la démocratie, le jeu n'est pas équitable. Et ce n'est pas juste. Très bien. Monsieur, vous le savez, vous avez l'information. J'imagine que oui. Vous le savez, comme je le disais, Charles Blé Goudé sera de retour en Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Le 26 novembre précisément, dans 6 jours, après 10 années passées à l'étranger dans les conditions que vous savez. Ses partisans s'activent et le président du comité d'accueil, Dr Boga Sako-Gervais, qui est sur notre plateau, a fait des précisions au cours d'une conférence de presse. Ce retour se veut sobre et digne. Vous nous en donnerez un peu plus de détails. Ce sera après ce sujet de Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Le retour de Charles Blé Goudé, annoncé pour le samedi 26 novembre prochain, se veut sobre, digne et inclusif. C'est le docteur Gervais Boga Sako, président du conseil d'accueil du président du COGEP, qui l'a annoncé ce vendredi lors d'une conférence de presse qu'il a animée au siège du FIDHOP, dans la commune de Cocody. Une occasion pour le comité d'organisation de lever un coin de voile sur l'esprit et le format de ce retour, mais aussi sur les grandes étapes de son arrivée. Charles Blé Goudé rentre à Abidjan dans une posture différente de ce qu'on lui a connu il y a une dizaine d'années, a indiqué le docteur Boga Sako. L'homme n'est plus totalement, exactement le même. Il a donc une forte pensée pour toutes les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011, de quelque bord politique ou ethnique qu'elles fussent. C'est pourquoi M. Charles Blé Goudé veut son retour au pays sobre, digne et surtout inclusif. D'abord à l'aéroport, une 150aine de personnes. Et enfin, la place CP1 qui recevra donc M. Charles Blé Goudé. Le président du conseil d'accueil avait à ses côtés pour cette rencontre avec la presse nationale et internationale le président du comité d'organisation de l'événement. Pour rappel, c'est le 30 mai dernier que Charles Blé Goudé a reçu son passeport des mains des autorités ivoiriennes. 4 mois plus tard, soit le 30 septembre, l'autorisation officielle lui a été donnée de regagner la Côte d'Ivoire après son acquittement par la Cour pénale internationale. Docteur Boga Sako-Gervais, à l'heure du retour de Charles Blé Goudé, quels sont les principaux défis? Les défis, c'est surtout la maîtrise de la masse.
savez que M. Charles Blé Goudé est un tribun, on l'a connu ici. Mais je voudrais déjà profiter de votre plateau pour lui dire encore un grand merci pour l'amitié et l'honneur qu'il me fait de présider son comité d'accueil. Et vous avez bien fait de le préciser, je ne suis pas le président du comité d'organisation. C'est son parti, notamment Joël Poté, qui l'a nommé, et qui est dans son parti, qui s'occupe de l'organisation pratique. Mais moi, je supervise tout cela en tant que président du comité d'accueil. Simplement parce que M. Charles Blé Goudé m'a confié une mission, celle de ne pas faire de son retour une affaire politique. Souvent, j'ai des amis qui ne le comprennent pas, notamment le ministre, je peux le citer, Kouadio Konan Bertin, qui me disait, oui, mais tu es vraiment atypique, société civile qui organise le retour d'un homme politique. Moi, je ne le vois pas un homme politique. Je le vois un citoyen ivoirien qui, à un moment donné, a été au cœur d'une crise, qui a vraiment une crise qui nous a divisés dans notre pays et qui revient. Il faut profiter de son retour pour consolider l'unité nationale, la cohésion nationale. Et donc, tout se prépare aujourd'hui, tout va très bien. Je me réjouis de ce que les rapports avec les autorités sont au beau fixe. Je ne voudrais rien accepter, rien autoriser qui ne soit dans la ligne de ce que les autorités ont décidé. La preuve, le 26 novembre a été une date acquise de concert avec les autorités. J'étais sur un plateau de vos confrères de RT France avec un ami et frère, professeur Nyamsi, qui parlait tantôt des compromis et tout cela. M. Charles Blé Goudé vient tranquillement parce que, et en tant que militant des droits de l'homme, je rappelle, revenir dans son pays, c'est un droit de l'homme. Parce que la Déclaration universelle le dit. Mais les droits de l'homme, là, c'est sur papier. Il faut les rendre pratiques, il faut les rendre effectifs. J'ai des droits en Côte d'Ivoire, mais tant que les autorités du pays ne les reconnaissent pas ou ne vous les donnent pas, vous n'en jouissez pas. Retourner dans son pays est un droit pour Charles Blé Goudé, mais il a voulu le faire de concert avec les autorités. Et moi, ma mission, c'est de faire en sorte que les populations qui m'appellent depuis toujours, je ne suis pas le seul, tous les membres, ils s'activent. Ils veulent venir de toutes les contrées du pays, mais il faut bien organiser cela. À l'aéroport, on ne sera pas 1000 à l'aéroport. Nous luttons pour 150 personnes qui devraient être autorisées. Sa famille, notamment paternelle, maternelle, et la famille de son épouse, certaines personnalités politiques que je rencontre pour les inviter. Une 150aine de personnes, pas plus. C'est vrai, d'ailleurs, je dois vous préciser que la négociation continue parce qu'aux dernières nouvelles, les autorités disent non, elles souhaiteraient 10, vraiment pas. Écoutez, même quand vous n'êtes même pas une personnalité publique, ni politique, mais quand vous venez de voyage, vos parents quittent le village pour venir vous accueillir. À plus forte raison, Charles Blé Goudé. Donc quand nous disons 150, c'est que nous avons respecté les mesures qui nous sont imposées pour que la sécurité soit respectée à l'aéroport jusqu'à ce qu'on aille à la place CP1. Et puis vous voyez, la place CP1, à la vérité, on aurait pu prendre un stade. Charles Blé Goudé, lui seul peut remplir ça. Il a fait les démonstrations ici. Plus d'1 million à la place de la République ici. Ce n'est pas des choses qu'on invente. Mais il faut canaliser tout cela. C'est pour ça qu'on a pris la place CP1. Et aujourd'hui même, j'ai rencontré les autorités sécuritaires au niveau de la gendarmerie. Demain, lundi, nous avons une réunion encore avec le préfet de police et tout son staff pour que entre 3 000 et 5 000 personnes à la place CP1 soient canalisées. Je veux vraiment insister, M. Ali Diarasouba, permettez-le-moi, aucun incident dans le retour de Charles Blé Goudé. Vous savez, il y a des amis qui ne sont pas très contents qu'il arrive, pour ne pas parler des ennemis d'hier. Donc, heureusement que la sécurité au niveau étatique sera garantie pour nous aider à canaliser, parce qu'on ne sait pas d'où peut venir une intention malveillante. Je voudrais donc, en terminant, remercier véritablement les autorités, monsieur le ministre de la Sécurité, et puis le ministre de la Défense également, parce que si la gendarmerie, la police, le ministre d'État et la Défense, qui mettent tout en œuvre pour que tout se déroule très bien. Mais tout cela, on le doit au président de la République, puisque c'est lui qui, de prime abord, a donné son accord pour que ce retour se fasse. Landry Couillot. Merci bien, Ali. Vous savez, mon attachement pour la paix, la stabilité et l'ordre. Et je ne peux m'avancer que lorsque j'ai des certitudes. Il me faisait part d'une de ses réflexions que je trouvais assez brillante. Il m'a dit, tu sais, Couillot, si après tout ce que j'ai vécu, toutes les là, vous parlez de Charles Blé Goudé. De Charles lui-même. Oui. Tout ce que j'ai vécu, toutes les péripéties, les difficultés. Si je reviens que je n'ai pas gagné en maturité, je ne parle pas de changement. Parce que le changement, ça peut être dans le mauvais sens. En maturité, parce que la maturité, ça veut être qualitative. Soit que j'ai un problème, ou que c'est moi le problème. Or, je ne veux pas être le problème pour mon pays. Je ne veux pas être celui qui est désigné comme étant
celui qui fait les problèmes. Je veux donc être celui-là même qui, lorsqu'il rentre dans son pays, repart à zéro, qui revient et qui va aller vers ses frères afin de pouvoir leur parler. Je frapperai à la porte de ceux avec qui j'ai eu des prises de tête, avec qui je me suis battu, ceux qui n'en ont pas compris à un moment donné et qu'il est nécessaire de pouvoir leur parler. Son but pour lui, il va juste plus loin pour me dire que s'il faille que je mette en parenthèse mes ambitions, alors je le ferai. Pour peu que cela puisse permettre à la Côte d'Ivoire de bâtir ce qui est essentiel, c'est-à-dire une paix durable. Parce que quiconque est dans ma position et qui rêve de pouvoir, ou qui a le projet de pouvoir gouverner ce si beau, si grand pays, doit s'assurer qu'il va gouverner des vivants, des personnes en bonne santé, des personnes qui psychologiquement ne sont plus marquées. Il me disait, pour conclure, que chaque Ivoirien même devrait avoir un psychologue pour lui, parce que ce que nous avons vécu est terrible, est extrêmement terrible. Et il faut que lui, il puisse jouer sa partition. Voici ce pourquoi il est présent. Le sens de sa présence, de son retour en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour venir défier qui que ce soit. Il est l'adversaire de personne. Il a un seul adversaire, c'est la pauvreté. Un seul adversaire, c'est tout ce qui est de l'ordre de la violence. Il voudrait, il voudrait lutter contre ces choses-là. Il voudrait se mettre à la disposition du peuple de Côte d'Ivoire à l'effet de pouvoir contribuer en termes de suggestions et de propositions afin que les Ivoiriens puissent regagner ce vivre ensemble qui est tant essentiel pour tous. Très bien. Arthur ? Deux choses. Premièrement, déjà, je ne pense pas qu'il n'aura pas d'adversaire, il en aura. Et d'ailleurs, il y a même des adversaires qui sont déjà déclarés. Mais déjà, dans le style de retour, il y a une grande différence avec le retour de Laurent Gbagbo. Différence déjà par l'accord de la date, alors que ça a été mené avec les autorités. Chez Laurent Gbagbo, c'était décidé et informé. Différence par l'entente qu'on entend le président d'accueil, alors qu'avec le retour de Laurent Gbagbo, on a eu quelque chose. Donc, ça montre que finalement, c'est quelqu'un qui a dû prendre du recul et regarder tout ce qui s'est fait et tout ce qui se fait. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, son arrivée est bien organisée, son arrivée est une bonne chose. L'arrivée de Charles Blé Goudé, qui était quand même un acteur majeur de la crise, montre qu'on est en train de tourner la page de la crise, montre qu'on est vraiment engagé dans la réconciliation. Et pour lui, justement, ce discours de la réconciliation est un discours logique parce qu'il a vécu, mais un discours qui s'impose par l'environnement politique dans lequel il arrive. Tout simplement parce que la réconciliation lui permettra de repousser le plus loin possible les questions purement politiques, d'autant plus que dans son camp, dans la gauche ivoirienne, l'ordre n'existe pas, l'unité n'existe pas, le chef n'a pas pu rassembler autour de lui, et donc toute parole peut ajouter de la confusion à la confusion. Et donc ne pas ajouter de la confusion à la confusion, ce combat que je suppose qu'il pense normal est encore un gain politique qui va lui permettre d'abord de construire son image, de tenter de la reconstruire et d'éviter de ramener à plus tard les questions de ses adversaires potentiels, parce que, contrairement à ce qu'il pense, d'ailleurs je pense qu'il ne le pense pas, il sait qu'il aura des adversaires et dans son camp. D'accord. Young Bato. Je pense que les adversaires, on les connaît, ils l'ont dit, ils se sont eux-mêmes déclarés. Donc c'est pas ça. Charles est conscient qu'il aura des adversaires et qu'ils ne vont pas lui faire de cadeaux. C'est clair. Donc je pense qu'il sait à quoi s'en tenir. Sur la question de son retour, effectivement, je me réjouis de ce que Charles ait pris l'option de discuter avec les autorités. On l'avait dit ici quand le président Gbagbo venait. Ça avait été un mauvais choix stratégique de faire ce retour dans une ambiance de confrontation. On a vu qu'après, ça a créé toute la confusion qu'on a vue. Donc, Charles, bien entendu, tire les leçons de ce premier retour-là, ce qui est, de mon point de vue, intelligent de sa part. Ensuite, je pense qu'il est conscient aussi que les choses ont beaucoup évolué en Côte d'Ivoire. D'abord, la majorité présidentielle de l'époque n'existe plus. Il y a une sorte de guéguerre qui a emmené pratiquement ce qui était l'opposition d'hier, qui a volé quasiment en éclats. Donc, il y a un parti au pouvoir qui est quasiment un parti dominant aujourd'hui. Donc Charles, il en tient compte. Et il sait que quand vous avez fait 10 ans à l'extérieur, dont une bonne partie en prison, et que vous revenez, vous devez chercher vos repères.
si vous êtes intelligent. Donc, il se donne cette posture de réconciliateur pour chercher ses repères, regarder comment les choses ont évolué depuis, avec qui il va marcher pour avancer. Parce que Charles, c'est un homme politique qui ambitionne de diriger la Côte d'Ivoire, mais il est conscient qu'il ne peut pas le faire de but en blanc. Il a besoin d'apprécier l'environnement par lui-même, parce que les rapports ne suffisent jamais. Donc, il a besoin de ce temps-là pour... Et il a intérêt, parce que si il vient dans une logique de confrontation et que le régime, le pouvoir se ferme, c'est un manque pour lui. Mais là, dans le volet de réconciliateur, ça lui permettra d'entrer un peu partout, de tourner et de se construire progressivement le COGEP, et puis de se jeter dans la bataille électorale, certainement. Très bien, Michel. Oui, je pense que comme tout le monde, nous saluons tous le retour de Charles Blé Goudé, après 10 ans hors du pays et dans des conditions que nous savons. Mais ce que je déplore un peu, c'est cette volonté de vouloir dire qu'il rentre parce que les autorités le veulent. C'est comme si c'est parce que les autorités l'ont accepté qu'il vient. Moi, je crois que... Non, j'en viens. Laissez Michel aller je viens. Allez au bout de son raisonnement. Parce que là même, M. Banga, qui fait cette comparaison, pour dire... Écoutez, contrairement à Laurent Gbagbo, qui est venu il a décidé de sa date et il a informé. Mais attendez. C'est pas la première fois qu'un Ivoirien rentre dans ce pays, après un long moment d'exil. Non, j'en viens. Pour dire quoi? Pour dire que la loi même fait obligation aux Ivoiriens de ne pas être en exil. Et aujourd'hui, un de nôtres est en exil, il vient. Mais nous pouvons que saluer ça et souhaiter que les autres aussi puissent rentrer. Mais convenir que forcément il faut que ce soit l'autorisation du président qui donne l'autorisation de venir au pays. Je pense qu'on est en train de s'éloigner d'une réalité. C'est-à-dire, nous ici, nous voulons faire comprendre aux uns aux autres que la Côte d'Ivoire est un État de droit. Et Blé Goudé rentre dans son pays, ce que nous saluons. Et nous pensons que, même que le président le veuille ou pas, il faut qu'il l'autorise. Ce n'est pas sa volonté. C'est la loi qui l'autorise. Donc il faut qu'il autorise ce citoyen à rentrer chez lui. Et nous souhaitons après Blé Goudé que d'autres qui sont encore en exil puissent encore, comme Soro Guillaume, et d'autres personnes puissent rentrer. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils pour construire cette réconciliation-là. D'accord, très bien. Oui, mais professeur Dion va intervenir. Professeur Dion, allez-y. On va déjà dire bonne arrivée à Charles. Nous sommes contents qu'il revienne. Mais Charles n'est pas sorti de la Côte d'Ivoire comme n'importe quel Ivoirien. Il est sorti dans un contexte précis. Et quand il rentre dans un contexte précis. Charles peut rentrer en Côte d'Ivoire et puis se retrouver directement à la Maca. Il pourrait se retrouver à la Maca parce qu'on pourrait lui coller tellement de choses, mais c'est les autorités qui sont concernées. Donc quand les autorités disent à Charles, rentre dans ton pays, le temps qu'on se parle, au moins rentre dans ton pays, quand on salue ça, ça ne doit pas poser de problème. Absolument pas. Non, la deuxième chose, c'est que, oui, il y a de la maturité. Quand on entend Boga, quand on entend Kouyo, qui a parlé avec Charles, il y a de la maturité. Et surtout, quand il désigne Boga comme président du comité d'accueil, ça montre qu'il a pris le temps de peaufiner quelque chose comme de la stratégie. C'est un homme politique. Il dirige la société civile. Blé est un homme politique. Quand Blé revient, il va faire la politique. Il fera un très bon ministre de la Réconciliation à entendre tout ce qui est en train d'être dit, mais j'espère que... Je n'ai pas fini. J'espère que mon frère et ami Kakabé comprendra ce que je suis en train... Parce que le discours que Charles est en train de tenir, c'est le discours de quelqu'un qui veut réconcilier. C'est son droit. Mais en même temps, quand il rentre, il se pose, je peux me tromper, comme un électron libre. Non. Il se pose, c'est ce que je vois, comme un électron libre, qui n'est rattaché, alors que les grands blocs sont en train de se constituer. Et quand je regarde la Côte d'Ivoire, là, avec les grands blocs qui font ce que vous avez appelé la dernière fois du mercato, dans le mercato politique, alors à un moment donné, des électrons libres comme Charles, on ne les laisse pas libres. Qu'est-ce qui va se passer quand ils rentrent? C'est ça qui, moi... c'est ce qui m'interpelle pour le moment, mais on aura le temps
de voir ce qui est en train de se jouer. Bien sûr, le temps est en train de courir, monsieur. Mais quand même, messieurs, j'ai quand même le droit de vous dire, j'ai quand même le droit de vous dire que je ne pourrai pas prendre ce tour de table que vous souhaitez avec insistance. J'en suis bien désolé. Docteur Boga, rapidement. Dernier élément avant de passer au dernier sujet. Pour lui dire que la question du mercato et tout cela, vraiment, ça ne rentre pas dans ma mission. Et puis, attendez qu'il arrive. Et puis sur le terrain, on verra. Mais je voulais dire à Michel Betta, à mon frère Michel Betta, deux choses. Moi-même qui vous parle, Charles Blé Goudé ne m'a pas choisi par hasard. Je suis un ancien exilé. Les deux choses, c'est quoi? Pour venir dans mon pays, je n'ai pas convenu de la date avec les autorités de mon pays. Parce que je ne suis pas Charles Blé Goudé. Je ne suis pas Laurent Gbagbo. Quand j'ai vu que le président est rentré le 17 juin, après je me dis que moi, il n'y avait aucune mesure policière ni judiciaire contre moi, mais j'avais des prises de position contre le pouvoir. J'ai décidé de ma date, j'ai vu avec mes amis, mes collaborateurs ici pour assurer ma sécurité, je suis venu. Donc, les autorités ivoiriennes ne mettent pas des conditions qu'on discute avec elles d'abord pour la date pour retourner. Ça, il faut que je le précise. Parce que moi, je veux être loyal dans mes prises de position. Deuxièmement, ce n'est pas chez n'importe quel exilé que le chef de l'État a dépêché son chef de cabinet. Même le président Laurent Gbagbo, il ne l'a pas fait. Ce qui m'a amené à accepter cette mission, c'est parce que j'aime la stratégie utilisée par M. Charles Blé Goudé. Nous sommes opposés à ce pouvoir. Sur les plateaux de télé, tout le monde sait ce que j'ai pu dire, etc. Mais à un moment donné, quand M. Laurent Gbagbo est libéré, que Charles Blé Goudé est libéré, il faut jouer aussi avec intelligence. Serez-vous heureux que Charles Blé Goudé reste là-bas pendant toute sa vie? À un moment donné, ils sont au pouvoir. Donc vous vous dites, tant qu'ils sont au pouvoir, je ne rentre pas. Et puis vous servez à quoi pour votre pays? Donc à un moment donné, il faut être intelligent. Et discuter avec les autorités pour rentrer, ce n'est pas du marchandage, ce n'est pas se vendre. C'est une réalité pour pouvoir rentrer dans ton pays. Et dans ce pays-là, je ne pense pas qu'on empêche qui que ce soit de faire la politique. C'est de la réelle politique, vous voulez dire? Absolument. Très bien. Moi, je tenais vraiment... Très bien. Messieurs, s'il vous plaît, le temps qui nous est imparti est en train d'arriver à son terme. Et vous le savez, beaucoup de mouvements au sein du parti au pouvoir, le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, en ce moment, dans un contexte de révision de la liste électorale, le parti vient de recruter l'ancien international footballeur Kalou Bonaventure, maire de Vavois, et présenter son candidat. Plusieurs candidats ont été présentés. Celui qui retient notre attention ce soir, c'est le président de l'Assemblée nationale, qui est pressenti pour candidater à la mairie de Yopougon. Un petit point avec Pierre Di-Pomelin et un dernier tour de table avant la fin de cette émission. On a été recruté. Kalou Bonaventure, maire de Vavois, est arrivé au siège du RHDP avec ses parents et des chefs traditionnels et religieux de la région. Il a dit son admiration pour les réalisations du président Alassane Ouattara dans sa région, notamment l'électrification des villages, les bitumes, la construction de plusieurs écoles de proximité et de centres de santé. Au regard de toutes ces actions de développement en cours en faveur de mes parents de Vavois, j'ai été séduit par cette manière de faire la politique, qui met un point d'honneur sur le bien-être des populations. L'ex-international ivoirien élu indépendant à la tête de la mairie de Vavois dit avoir été approché par plusieurs formations politiques. Après une réflexion mûrie, il a fait le choix du RHDP. Je ne viens pas au RHDP pour être un spectateur, mais pour accompagner mes frères, élus et cadres de la région du Haut-Sassandra à renforcer les actions de développement et de cohésion, mais aussi d'être à l'écoute des populations pour continuer de porter leur voix auprès du président Alassane Ouattara. Sachez tous que cette décision que je prends aujourd'hui est en cohérence avec les valeurs que j'ai toujours défendues et ces valeurs sont incarnées par son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le paysage politique ivoirien est en mouvement à l'approche des élections locales de 2023. La semaine dernière, c'est Niamien Konan et Aipo Martial qui ont déposé leur bagage au PDCI-RDA. Cette recrue pour le RHDP consolide sa présence dans le Haut-Sassandra. Kalou Bonaventure a été félicité et encouragé par les cadres du RHDP, notamment le secrétaire national exécutif Cissé Bakango et le ministre Mamadou Touré. Le RHDP veut par ailleurs se donner les moyens de garder la mairie de Yopougon, commune considérée comme une forteresse du PPACI et du FPI. Et c'est Adama Bictogo qui va représenter le parti aux élections municipales. Le choix d'Adama Bictogo est un choix de raison pour ne pas rompre la chaîne parce que la plus grande commune de la Côte d'Ivoire, Yopougon,
ne peut pas échapper au parti au pouvoir qu'est le RHDP. Adama Bictogo est le choix idéal pour Yopougon, pour 1000 raisons, et avec lui, c'est sûr que nous allons arriver à gagner les élections, a indiqué le président du directoire du RHDP, Gilbert Kafana Koné. Monsieur, réaction rapidement sur le mercato marqué par l'arrivée de Kalou Bonaventure au RHDP et la désignation du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, pour candidater pour la mairie de Yopougon. Réaction, Arthur? Très rapidement. Ouais, bon, Kalou Bonaventure, au moins, il attend la fin de son mandat. Donc, mais il faut quand même qu'on réfléchisse sur ceux qui sont élus sur une bannière qui change de parti politique. Pour moi, c'est de la trahison. Parce que vous passez un contrat avec les électeurs. Mais jusqu'à preuve du contraire, légalement, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit, c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse. Parce que pour moi, ce n'est pas normal. Vous dites aux électeurs, je suis indépendant, je suis PDCI, je suis RDR. À partir du moment où vous élisez, il faut conserver cet engagement. Je me rappelle, par exemple, Yasmina, elle a conservé l'engagement, même quand elle avait changé de parti politique. Elle a attendu les prochaines élections. Kalou, je comprends, on est sur la fin, on prépare, mais il faut qu'on réfléchisse à ça. Très bien. Pour le pan Adama Bictogo, c'est un risque d'aller se présenter à Yopougon. Pour moi, ça va dépendre de deux choses. Pour lui, personnellement, de la dynamique. Est-ce qu'il pourra créer une très belle dynamique dans sa campagne? Mais le facteur le plus important pour moi, c'est est-ce que Dia Oufoué et Michel Gbagbo feront liste commune? Si ces deux-là font liste commune à Yopougon, là, on aura un vrai match, à mon avis. Ouais. Très bien. Guillaume Bateau, rapidement. Je pense que pour Kalou, je crois il n'y a pas grand-chose à dire. On avait déjà vu les choses venir à l'occasion des sénatoriales. Dans le Haut-Sassandra, on avait vu que les conseils municipaux proches de Kalou avaient soutenu le candidat du RHDP. Donc, je peux dire que les choses étaient en train de venir. Pour l'arrivée du ministre Bictogo, président de l'Assemblée nationale, à Yopougon, je crois que le RHDP sort le grand jeu. Parce qu'on savait que déjà le maire sortant, Kafana, n'était pas trop au mieux de sa forme. Et puis, on le sentait sur le départ. On présentait le ministre Diawara ou l'adjoint au maire Youssouf Koulibaly, mais on savait que aussi ces deux-là ne s'entendaient pas bien et que le choix de l'un ou de l'autre aurait entraîné peut-être une désaffection au niveau des militants du RHDP. On envoie quelqu'un qui est nouveau, donc qui n'est pas de Yopougon, qui, on l'espère, va pouvoir rassembler tous les militants du RHDP autour de lui. On l'espère pour lui. On l'espère pour lui. Et puis, comme l'a dit Arthur, les informations que j'ai montrent plutôt que le PDCI et le PPACI ne vont pas aller ensemble. Bon, peut-être que l'arrivée de Bictogo va les remettre ensemble. Ce serait peut-être une bonne chose. Dans tous les cas, je pense que le RHDP se donne les moyens de pouvoir compter dans cette élection à Yopougon. Parce qu'un autre candidat, ça aurait été le ministre Diawara ou Youssouf Koulibaly, ça aurait été plus compliqué de mon point de vue. On envoie un poids lourd, on espère qu'il va pouvoir rassembler tout le monde. Et puis... on espère. On espère Landry Couillot. On va l'emporter. Très bien, Landry Couillot. Arthur, attention, Landry, allez-y. Non, Landry Couillot, ouais, j'ai bien entendu. Landry Couillot. Arthur, vous n'arriverez pas à me... Voilà. Landry, allez-y, très rapidement. Déjà, pour ce qui est de ce que l'on appelle mercato, je n'arrive pas à comprendre ces éléments de langage qui sont différenciés. Lorsque lesquels? Le ministre... Nyamien Konan va au PDCRD, il dépose ses bagages, donc un acte volontaire. Mais Kalou Bonaventure a déposé ses bagages aussi. On dit qu'il a été recruté. Comme Nyamien Konan a été recruté au PDCI. Je dis tout simplement que Kalou Bonaventure est un homme lucide qui comprend qu'en tant qu'acteur de développement, ne pouvait faire que le choix d'aller vers un parti qui lui offre la possibilité d'atteindre ses objectifs et de satisfaire aux besoins de sa population. Donc pour vous, c'est ce qu'il a fait. Parfois, il n'y a pas de recrutement, c'est pas comme si on achetait qui que ce soit. Il y a plutôt quelqu'un qui est lucide et qui a vu de pouvoir, en tant qu'homme politique et acteur de développement, atteindre ses ambitions parce qu'il a un engagement vis-à-vis de ses populations. Et cet engagement-là, Arthur, s'il vous plaît, docteur... Landry, c'est votre analyse et je la respecte. Justement, et ces engagements-là l'emportent. D'accord. Donc du coup, il est... Et comme lui, beaucoup iront vers, bien sûr, là où il y a une véritable offre politique et la capacité de pouvoir réaliser cette offre politique-là. Pour ce qui est de l'élection à Yopougon, mais c'est la preuve qu'au niveau du parti au pouvoir, on est réaliste. La perte de Yopougon au niveau même de l'administration communale serait une catastrophe. Déjà qu'ils ont reçu une gifle lors de l'élection des députés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une forte abstention au niveau des militants du RHDP.
perdre une porte d'Abidjan, parce que Yopougon représente une porte d'Abidjan essentielle, et tous les sécurocrates des partis politiques travaillent à cela, il serait impensable et inacceptable qu'au niveau du parti au pouvoir, on puisse espérer un seul instant s'assurer d'une élection tranquille pour 2025 en ayant perdu Yopougon. La réaction, elle était donc attendue d'avoir donc quelqu'un qui est en capacité d'agir, et ce n'est pas inédit, parce que de l'autre côté, en 2018, nous avons vu Ahmed Bakayoko au niveau d'Abobo. On est obligé de courir. Michel Beta. Pour Kalou qui va au RADP, moi je suis un peu surpris. Parce que Kalou, depuis, lorsqu'il a gagné son élection, le RADP l'a démarché, il avait dit, affirmer son indépendance. Aujourd'hui, quand il va au RADP, il regarde son bilan, il voit qu'il n'a rien fait, il cherche une porte de sortie. C'est vous qui le dites. C'est moi je le dis, mais je le dis en regardant ce qu'il a fait dans sa localité. Parce que je le suis. Donc je veux dire qu'en fait, Kalou cherche une porte de sortie. Et c'est dommage pour un homme politique qui cherche désespérément à s'accrocher à un RADP qui, je ne suis pas sûr, va le faire gagner dans sa localité. Maintenant, pour arriver à Bitogo, je crois qu'aujourd'hui, il a l'occasion de se faire juger par les Ivoiriens. Voyez-vous, c'est le seul qui a dit ici, dans ce pays, que celui qui n'est pas RDP doit libérer le tabouret. Aujourd'hui, il n'a pas d'attache d'abord avec le peuple de Yopougon. Et contrairement à Beauville, où il a beaucoup d'actions. Mais aujourd'hui, il va être jugé sur la base de ce qu'il a fait politiquement dans ce pays. Et vraiment, nous attendons cette élection. Très bien. Voilà. Professeur Dion. Mais le PAN Bictogo joue gros, ça a été dit. Il joue gros. C'est un gros risque qu'il prend, mais il est mis en mission par le chef de l'État. Bien sûr. Et j'espère qu'il mettra tout en œuvre pour remporter cette élection, parce qu'il ne se bat pas seulement contre Diaoufoué, il ne se bat pas seulement contre Michel Gbagbo ou contre la liste, il se bat contre Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent ira faire campagne pour ses ouailles. Sur Kalou, alors va voir, c'est mon premier poste d'enseignant de lycée, professeur certifié, c'est Vavois. Je me suis marié à Vavois. Je connais Vavois. Vous gardez donc de très beaux souvenirs de Vavois. Oui. Vous en parlez avec enthousiasme. J'ai même été l'enseignant de l'honorable Oumar Sanogo, qui est député de Vavois. Je l'ai eu en première et en terminale. J'étais à Vavois il n'y a pas longtemps. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Ah oui. J'ai le sentiment que Kalou veut sauver sa tête. Je peux me tromper. J'ai le sentiment qu'il veut sauver sa tête. Seulement, la question que moi je me pose, si Kalou veut rempiler, et si le RHDP a l'intention de permettre à Kalou de rempiler, quid des militants du RHDP, et d'ailleurs, qui ont nourri des ambitions pour des gens, avec des secrétaires départementaux, avec tous ces cadres du parti, qui, à 6 mois ou 8 mois d'une élection, vont se voir imposer. On va vous dire que c'est les affaires internes du parti. Vont se voir imposer et parachuter un candidat. Et parfois, ça crée un indépendant quelque part là-bas, comme Kalou d'ailleurs a été indépendant, il me semble. Et puis quand il va gagner, ce même indépendant retourne au parti et dit « Bon, ben, je vous remets ». Il faut qu'on songe quand même aux militants et que parfois on écoute la base. Très bien. Docteur Bogan, on termine avec vous très rapidement. Oui, d'abord, la première information qui est plus légère pour moi, c'est la candidature du président de l'Assemblée nationale à Yopougon. Moi qui suis un acteur, moi j'aime bien la démocratie, je veux dire que ce sera beaucoup plus... ce sera plus intéressant. Ce sera un jeu ouvert. Oui, parce que, bon, traditionnellement, on sait que Yopougon, c'est une zone de gauche. Est-ce que vraiment, ce serait... Puis, vraiment que le meilleur gagne. En tant que militant des droits de l'homme, c'est ce que nous souhaitons. Qu'il y ait un engouement, mais pas de machettes, pas d'effrayés. Non, la politique, c'est un jeu de gentlemen. M. Bitogo va là-bas, il va s'essayer. Et puis les autres battront campagne. Nous, on sera là pour juger et pour apprécier. Par contre, sur le cas du footballeur Kalou Bonaventure, l'ex-footballeur, j'ai 2 préoccupations. La première, c'est que finalement, il faut qu'on essaie de voir cette question des gens qui sont élus. Je crois qu'Arthur l'a dit tout à l'heure. Il faut vraiment qu'on aborde cette question parce qu'effectivement, c'est une trahison des populations qui t'ont fait confiance parce que tu t'es PDCI et puis après, tu vas te vendre ailleurs. Nous, on fait quoi? Nous qui avons eu confiance en toi. Ça pose un problème. J'ai envie de vous répondre, il y a de nouvelles élections, vous faites... Oui, mais en attendant... Oui, justement... Bon, en attendant, il y a quelques mois. Terminez, docteur Boga, terminez. Dans tous les cas, il y en a qui... C'est une trahison. Maintenant, deuxièmement, ça pose un problème. Vous savez, j'ai voyagé un peu, j'ai rencontré certains maires qui ne sont pas RHDP. Il y a une difficulté. Et ça, je m'adresse aux dirigeants. Souvent, quand les gens ne sont pas du parti au pouvoir, ils ont du mal à gouverner, à gérer les zones, parce que même les subventions, même l'argent pour gérer ne vient pas comme il faut. Moi, je le dis parce qu'il y a des maires qui se sont confiés un peu à moi et tout cela. Donc, je pense que tout ça aussi s'est dit,
Si j'étais au RHDP, ce serait beaucoup plus facile. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que demain, en fin de matinée, le chef du gouvernement ivoirien fera un grand oral, le Premier ministre Patrick Achi. Plusieurs sujets seront à l'ordre du jour, l'économie, la santé, la société, le programme social du gouvernement et tout le reste. On en parle demain dans NCI News à 19h50 sur NCI. Merci d'être venus ce soir, messieurs, faire ce débat. Michel Débat, professeur Dion, docteur Boga, Landry Couillot, Guillaume Bateau, docteur Arthur Banga. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec NCI 360 dimanche prochain. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Il n'y a pas de carte.